Alors monsieur, bonsoir. Merci d'honorer à nouveau ce rendez-vous. C'est mardi. Le délit de faciès désigne le fait de juger une personne à son apparence. Il ne s'agit pas uniquement de faciès, c'est-à-dire de son visage, mais de ses vêtements, sa couleur de peau, son accent. Généralement, l'expression s'applique aux pratiques discriminatoires ou racistes. Évidemment, le sujet alimente les passions les plus exacerbées depuis le 13 juin, lorsque le quotidien Le Jour a rendu compte des interpellations des militants du RDPC faites selon le journal sur une base purement ethnique et les patronymes des personnes ont été déterminants. C'est une citation. Le Conseil national de la communication est monté au créneau pour dénoncer un message tribal des porte-voix du repli identitaire. La question est donc au centre du débat ce soir. Autre question, le président de la République envisage de proroger à nouveau le mandat des conseillers municipaux et les députés. Les correspondances dans ce sens ont été adressées au président du Parlement à cet effet. Ainsi, des mandats des conseillers municipaux et ceux des députés iraient jusqu'au 29 février 2020 en raison de la nécessité d'harmoniser les délais nécessaires à la tenue d'un double scrutin législatif et municipal selon ces courriers-là. Les thèmes donc, pour résumer. L'Assemblée nationale comprend la prorogation du mandat des députés, mais on commencera évidemment par la situation socio-politique. A-t-on franchi le délit de faciès? C'est l'interrogation de ce thème-là. Les panélistes sont connus. Cyril Sambaka, bonsoir. Il est premier vice-président de l'UDC. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Merci d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Anis Sekane, bonsoir, président du Manidem. Bonsoir aux téléspectateurs de STV. Emmanuel Kounié, bonsoir, vous êtes du SIF. Bonsoir, monsieur le député, et merci de me convier à cette réflexion. Je dis bonsoir également à mes copanélistes ici présents. André Bandakani, vous êtes président du NMP, bonsoir. Bonsoir, député, bonsoir mes copanélistes et bonsoir à vos téléspectateurs répandus dans le monde. On va donc prendre la transition et puis on va aborder la première question. Alors, question d'entrée à tous les panélistes pour savoir comment avez-vous apprécié déjà la une de notre confrère, le quotidien Le Jour, de la semaine dernière, évidemment, qui a mis en exergue cette problématique qui, depuis quelque temps, fait couler de l'eau et de la salive. André Bandakani. Non, oui, je n'ai pas apprécié. C'est un quotidien que je lis parmi tant d'autres, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Et je connais, pour ne pas dire, nous connaissons l'éditorial, la ligne éditoriale de ce journal, mais nous connaissons aussi ses apparentements politiques. Donc, les journalistes au Cameroun ont pris l'habitude de faire prévaloir leurs apparentements politiques sur leur ligne éditoriale ou de les faire coïncider pour susciter des débats et essayer de faire converger une partie de l'opinion sur le terrain de leur chapelle politique. C'est leur droit le plus absolu, on ne va pas le rappeler, mais c'est dramatique parce que on voit très bien ce qu'il y a derrière la démarche. Il est question d'allumer le feu tribal pour fausser le débat politique et le ramener dans la boue. Parce que quand le débat politique est dans la boue, ces intérêts-là peuvent prospérer. Ça peut aussi traduire une débandade, l'incapacité à assumer un vrai débat politique sur le vrai terrain politique, c'est-à-dire discuter sur les vrais sujets, sur les vrais enjeux politiques, sur la capacité, n'est-ce pas, des parrains politiques de ce journal à défendre un vrai projet politique. Donc, de notre point de vue, c'est une façon de vouloir allumer un feu, un contre-feu, pour justement masquer le fait que, justement, c'est la démarche, n'est-ce pas, des forces politiques qui sont promues par ce journal, qui semblent menacer, n'est-ce pas, le vivre ensemble dans notre pays. Emmanuel Kounié, vous direz, au regard de cette une, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'encre et salive coule. Vous direz, ça date de cette une ou alors c'est un long processus? Non, c'est un très long processus et je pense que ça a été tout simplement relevé. Hein, ça a été relevé par ce journal et je crois que les organes de communication de la République ont aussi la mission de communiquer sur tous les sujets parce que le dire
ne veut pas dire forcément qu'on fait la promotion du tribalisme. Ça peut aussi vouloir dire que les gens doivent faire un peu attention. Et je crois que c'est une situation qui dure et qui perdure. Nous avons vu lors de l'élection présidentielle un candidat dire que enfin, se prévaloir de sa tribu. Les gens ont dit qu'il a assumé le tribalisme, mais je crois qu'il a craqué parce que avant cela, un haut responsable de la République avait dit que des gens d'une certaine tribu ne peuvent pas être président de la République. Et comme il était candidat au poste de président de la République, et compte tenu des manœuvres qui avaient cours, il a craqué et puis il a dit cela. Bien entendu, les gens ont pensé que c'est lui qui a dit ceci ou cela, mais c'est une situation qui existe et je dis que le tribalisme au Cameroun est institutionnalisé. Et c'est ceux qui nous gouvernent qui sont garants de la morale publique et le tribalisme qui accourt dans la République est à leur actif. Et je crois qu'il faut le dénoncer, comme le jour essaie de le faire, sans le dire clairement. Il faut le dénoncer si ça peut les permettre, n'est-ce pas, de se ressaisir, parce que nous pensons qu'au Cameroun aujourd'hui, le tribalisme a atteint un niveau inacceptable. Anissé Kané, d'abord vos commentaires sur la une du quotidien. Sur le plan factuel des faits, cette une est tout simplement scandaleuse. Parce que quand on parle de faciès, cela veut dire que on les a arrêtés, on les a interpellés après les avoir identifiés. Pourtant, on les a emmenés au commissariat. Premièrement. Deuxièmement, cela suppose que, puisque c'est de ça que Aman veut parler, il n'y avait aucun policier bamléké dans ceux qui interpellaient les manifestants. Puisque je ne vois pas justement un policier bamléké dire si tu es bamléké, on t'embarque, si tu ne l'es pas, on te relâche. Ça n'a aucun sens. Ensuite, si c'est parce que quand on les a interpellés, il y a la CNI, c'est même pas obligé de poser la question. Aujourd'hui, avec le brassage des populations et les migrations, c'est difficile de penser qu'on peut reconnaître un Camerounais uniquement par son faciès, même pas par son intonation. Mais je voudrais ajouter que Aman n'est pas à sa première ineptie de ce type-là. Et quand Kouné parle, il parle de Kamto. Il avait un candidat, je suppose, Joshua, mais il devient ici, sur le plateau, le défenseur d'un candidat qui était... Il est libre de faire l'observation la plus large possible. Je n'ai pas fini, oui, je n'ai pas dit que... Mais je dis qu'il a pris sur lui de défendre le candidat... Voilà, le tribalisme. C'est ça le tribalisme. Le candidat de ton parti. C'est ça, c'est toi qui fais le tribalisme. Le candidat de ton parti. Tu le laisses. Mon candidat n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais tu veux que je parle de lui? C'est la question d'entrée. Le candidat. Je suis le porte-parole de personne. Si. Bon, ensuite, les enjeux de ce pays aujourd'hui, ce n'est pas savoir si Biya et son gouvernement sont composés de 15 bêtises, 20 bêtises, 30 bêtises, etc. C'est qu'est-ce que le Camerounais veut aujourd'hui? C'est vivre, bien manger, bien se nourrir. On n'est pas encore dans le débat. On a encore l'observation. Non, c'est pour dire que Mandela a souligné, ça permet de... Les pêcheurs en eau trouble, ils aiment bien des situations pareilles. On laisse, quand c'est trouble, on ne sait pas, on va parler de quoi, de tribalisme, etc. Les pêcheurs en eau trouble sont justement ceux aujourd'hui, depuis l'élection présidentielle, agitent le chiffon rouge du tribalisme parce que les enjeux, les programmes, ils les ont abandonnés. Sambaka. Oui, je dois dire que nous sommes victimes de notre diversité. Parce que quand je vois le titre du jour, je ne peux pas ne pas voir le titre des Singa. Le titre de Des Singa. Oui. Qui aussi accuse, n'est-ce pas Donc quand on voit tout cela, on se dit, voilà, on a pris notre diversité par le mauvais côté. Parce qu'en réalité, si on avait bien compris la chance formidable que nous avons d'avoir plusieurs cultures, on ne serait pas en train de manipuler cela de manière politique. Parce qu'en réalité, c'est la politique qui utilise les ethnies pour les manipulations. Quand vous regardez les Camerounais dans les quartiers, bon, les internats n'existent plus aujourd'hui parce que nous, quand on a été dans les internats, il n'y avait pas d'ethnie, il n'y avait que des camarades de classe, des camarades de dortoir. Donc, en réalité, quand on voit le jour, il ne faut pas voir que le jour, il faut aussi voir de l'autre côté Senghane. C'est de la manipulation qui se fait. Et je crois que en ce qui concerne le jour, puisque c'est ça le sujet,
le rédacteur du jour a dû donner des explications en disant que, ma foi, il a interviewé les gens qui ont été arrêtés parce qu'ils n'avaient pas eu accès à un certain nombre d'informations, étant entendu qu'on ne laissait passer personne. Donc, il est parti sur cela pour avoir le titre qu'il a eu. Mais moi, je dirais que, oui, tout ce qu'on voit là n'est pas de nature à faire avancer les choses du bon côté, parce qu'en réalité, ce qui devrait être une richesse devient une malchance. Alors, nous avons essayé de composer le panel, évidemment en s'inspirant davantage de votre expérience, notamment dans la sphère politique. D'aucuns pensent que la problématique s'était déjà grandement portée lors des années 90, à l'arrivée du multipartisme. La question, à l'époque, on parlait des Anglo-Bami contre Issinga, on en a parlé tout à l'heure. Bref, je veux dire qu'au fil de l'évolution de notre vie politique, comment est-ce que ce problème se pose, se manifeste? Est-ce qu'il ne concerne que peut-être les candidats? Je veux dire, le citoyen qui va dans l'urne, est-ce qu'il se sent concerné par ce débat-là? Est-ce que finalement, comme j'ai bien l'habitude de dire, quand le citoyen lambda se met en route pour prendre son taxi, est-ce qu'il cherche à savoir si le chauffeur est de telle ou telle tribu, celui qui prend la moto, celui qui va s'acheter du pain? La problématique n'est-elle pas finalement un débat d'intellectuel, Bandakani? Oui et non. D'abord, je commencerai par dire, rapidement, pour revenir sur le journal en question, Le Jour, on peut qualifier ça de perspicacité journalistique. Mais s'il est facile d'aller faire ça quand les gens sont arrêtés, mais le même journal peut aller investiguer dans les quartiers pour voir comment certains recrutent. Oui, mais on ne va pas lui faire ce procès. Non, je ne fais pas le procès. Ce que je veux dire, le journal a fait un reportage, il a fait des observations qu'il a mis sur la place publique. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Ça veut dire qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir comment les gens recrutent selon les journalistes. Comment dans les quartiers, les forces politiques, comment ils recrutent. Vous voyez que dans les quartiers où vous habitez, on ne part pas n'importe où. Il y a des maisons qu'on évite, des coins dans les quartiers qu'on évite quand on recrute les gens. Tout le monde voit ça. Tout le monde voit. Ça peut aussi faire l'objet de l'analyse journalistique. Et là, on va comprendre ce qui se passe pour dire que on ne va pas seulement dire que les forces de police, les forces politiques, n'est-ce pas, arrêtent aux faciès. On va aussi dire que des partis politiques dont certains sont bien connus, y compris celui dont M. Aman a proche, c'est son droit le plus absolu. Non, mais je dis, recrute comme ça. Votre développement. Et c'est comme moi je dis là. Non, non, je vous vous amène dans mon quartier. Votre développement est correct. Mais si j'estime même à la c'est que vous voulez le mettre en opposition à l'article du Jean Le Jour. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? Non, nous ne pouvons pas encourager ça dans notre pays. Ce n'est pas normal de faire des choses comme ça. C'est un reportage. Je dis que vu entendu. Un reportage, c'est un choix. Mauvais reportage. Non. C'est un choix. Je dis très mauvais. Un reportage, c'est un choix. Si vous choisissez de faire ça, pour animer un tel débat, vous avez l'obligation d'aller au bout de votre démarche. C'est-à-dire que il faut investiguer partout, comme je vous dis là. Et moi, je vous prends, je vais vous indiquer, vous allez voir comment les partis politiques recrutent. Ça aussi, ça doit être l'objet de l'investigation journalistique. Mais bon, c'était juste une remarque. Pour revenir à votre question, ce n'est pas... Vous voyez, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu pour analyser ce type de discours qui se déverse dans l'espace politico-public. Il y a le paramètre économique. C'est-à-dire que quand le pays prospère sur le plan économique et que les populations sont occupées chacun à se battre pour vivre et que la bataille pour la vie procure des résultats en matière de niveau de vie, ben, ce débat-là, il est bas. Parce que les forces politiques, justement, alliées à des courants intellectuels qui instrumentalisent le civalisme chez nous, n'ont pas beaucoup d'arguments à ce moment-là. Mais il suffit qu'on soit dans une conjoncture où la vie est dure, et que parce que la vie est dure, les gens regardent, n'est-ce pas, le pouvoir. Parce que si on le conquiert, ça peut me rapporter des positions, des rentes matérielles. Mais ces groupes-là, les courants intellectuels, et même les groupes politiques, remettent ce débat sur la table et l'instrumentalisent. Pourquoi je le dis? Tout à l'heure, Mme Kougné a souligné à juste titre deux visages importants dans le jeu politique. Le président Kanto, le ministre Amadou Ali, puisque c'est les deux qu'il a convoqués. Mais regardez très bien les deux, ils n'appartiennent pas à la même tribu.
Mais pourtant, tous sont des acteurs majeurs de ce régime. De quoi est-ce qu'on parle? C'est-à-dire que les gens peuvent se retrouver dans le même régime et le servir pendant des années, et un matin, il vient nous dire que non, vraiment, toi, tu ne peux pas prendre le pouvoir. Et l'autre te répond que non, toi, parce que tu as dit non, tu ne peux pas prendre le pouvoir. Mais pourtant, les deux étaient ensemble dans le régime. Ce qui montre bien qu'on a affaire à un régime transethnique au niveau de sa bourgeoisie. C'est-à-dire, les bourgeoisies qui viennent de divers régions de notre pays ont formé une classe qui tient ce pays et qui elle-même n'est qu'une classe au service des intérêts étrangers, parlons comme ça. Nous on parle d'État néocolonial, nous l'assumons, d'intérêts étrangers. Lorsque vous avez un État qui est d'essence néocoloniale, vous venez dire que les élites de cet État sont des tribalistes, vous voulez faire croire que la source du pouvoir provient de l'ethnie dans un tel État, vous voulez faire croire que même la répartition des ressources économiques, qui détermine même les positions intellectuelles, sont d'essence tribale, mais à qui on veut faire croire ça? Ça n'a pas de sens sur le plan intellectuel. Ça n'a pas de sens sur le plan politique. Chaque fois que ces groupes-là se sentent menacés, quand ils sentent qu'il peut y avoir un raz-de-marée populaire qui peut bousculer, n'est-ce pas, l'alliance de classe, ils érigent le barrage tribal. Et ça les sert des deux camps. Qu'ils soient dans l'opposition du pouvoir, ils sont très à l'aise dans ce jeu. Ils savent se donner la main pour barrer la voie au peuple. Ils savent faire pareil pour recruter à partir d'une base géoethnique justement pour fausser le débat politique. Moi, c'est comme ça qu'il faut analyser ça. Le reste, les intellectuels, c'est en ligne. On connaît chez nous, c'est vrai comme pour la presse. On a des intellectuels qui sont alignés dans des camps ethno-tribal, les camps ethno-financiers, comme aime bien le dire le président Anissé. Ils s'alignent là et ils défendent ces positions sans avoir aucune honte. Mais ça ne sert pas le Cameroun. Sambaka, débat d'intellectuel ou alors la problématique s'étend véritablement dans tout son sens au sein de la population aussi. Vous savez, je suis dans une situation assez complexe parce que j'appartiens à un parti politique qu'on appelle l'Union démocratique du Cameroun et qui a été la victime, vraiment la victime à plusieurs égards de ce qu'on appelle le tribalisme. Parce que dans les techniques de conservation du pouvoir, on a essayé de confiner un parti politique qui a été créé par les Camerounais de tous horizons. Et parce que son leader était quelqu'un de très charismatique, parce que son leader était quelqu'un de très aimé, on a voulu confiner l'Union démocratique dans sa région. Et ça, aujourd'hui, les gens se plaignent. Mais pendant que l'UDC subissait tout cela, personne ne disait rien. Nous sommes allés même très loin pour voir des gens partir du gouvernement et dire que l'UDC a une liste tribale au sénatorial. Les Camerounais y ont cru. Mais aujourd'hui, quand je leur dis par exemple, regardez donc, rappelez-vous qu'à cette période-là, l'UDC n'a eu aucun sénateur, en dehors du sultan, roi de Bamoun, qui a été nommé. Il n'a eu aucun sénateur. Ça passe sous les yeux des gens comme ça. Peut-être parce que... Vous l'avez dit le Noun? Oui. Le Noun n'a eu aucun sénateur en dehors du sultan, roi de Bamoun. Pourquoi? Tout simplement parce que ceux qui avaient gagné, c'est-à-dire le SDF, n'avaient pas pensé que dans leur liste, on peut mettre quelqu'un du Noun. Vous voyez? Or, la liste de l'UDC avait 3 Bamoun, 3 Bamileke, 1 Tikar. Mais le professeur Famendongo a sorti sur les antennes nationales que la liste de l'UDC était tribale. Bon, ça passe sous silence comme ça. Bon, peut-être que certaines ethnies ont cette capacité à rebondir et à dénoncer. Mais je peux dire qu'ayant vécu tout cela, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose parce que c'est de la manipulation politique et les populations sont loin, très loin de ce jeu et qu'ils ne comprennent pas. C'est pour cette raison que nous disons que si dans ce pays, on avait des institutions fortes, c'est-à-dire que si on avait des communes qui fonctionnaient normalement, qui étaient des institutions fortes, le vivre ensemble et tout cela se développerait beaucoup plus facilement. Mais tout le monde est focalisé sur un poste, président de la République, donc pouvoir central.
l'excès de centralisation crée cela, parce que si vous allez analyser au fond, vous allez vous rendre compte que toutes les tribus qui se disent victimes, certaines, ont toujours des gens qu'on récupère pour mettre au pouvoir central. Ce qui fait que, au niveau du pouvoir central, on trouve des gens qui viennent de tous les horizons. Et ils forment cette caste-là que nous appelons à l'UDC des forces égoïstes de positionnement. Il y a toutes les tribus dedans. Vous voyez? Donc, mais maintenant, la masse, les populations, c'est autre chose. Les populations ne peuvent pas être gérées par le pouvoir central. Les populations ne peuvent être gérées que par le pouvoir décentralisé que sont les communes. Donc, pour nous, il est question de rendre les communes des institutions fortes. Parce que c'est dans ces communes qu'il y a le brassage des populations, c'est dans ces communes-là qu'on impulse le vivre ensemble. Le vivre ensemble ne peut pas s'impulser à partir de Yaoundé. Ce n'est pas possible. Emmanuel Kounié. Oui, je voudrais d'abord dire que, pour rectifier quelque chose, le SDF, pendant ces élections sénatoriales, a fait une liste de 7 sénateurs. Il n'avait droit que la liste ne devait porter que 7 sénateurs. Or, la région de l'Ouest en a 8. Donc le SDF a dû prendre un sénateur par département. De 7 départements, il se trouve que le département où le SDF n'a pas pris un candidat était le Noun. Bon, on ne pouvait pas faire autrement que de laisser un département, parce que si on avait laissé l'Undé, on aurait dit qu'on a pu partir sur. Donc vous êtes attaqué par. Oui, donc je vais lui donner quelques précisions, ce n'est pas des attaques. Non, ce n'est pas des attaques. C'est des précisions qu'il faut faire. Je rectifie cela pour faire comprendre que si c'était une liste de 8 personnes, de 8 candidats, on aurait dû prendre dans les 8 départements. Parce que chez nous, c'est pas Ouattara. Qu'est-ce qui a motivé le non-choix du non, ou alors le choix des autres départements? C'est justement parce que dans le Noun, le parti est moins implanté que dans les autres. On a pris par ordre d'implantation. Mais le parti est implanté également dans le Noun, mais nous avons pensé que ceux qui sont le plus actifs dans le parti, on les a classés par ordre de mérite, par ordre d'implantation. Et il s'est trouvé que le Noun était la région où le parti était le moins implanté, tout simplement. Donc nous ne fonctionnons pas sans critères. On ne fait, c'est pas la pifométrie, c'est pas au pif. Non, moi je m'attaquais, s'il te plaît, donne-moi une seconde. Je m'attaquais à M. Famendongo qui avait fait cette déclaration que l'UDC avait une liste tribale. Et vous savez très bien que le Bamileke et Bamoun, c'était 2 régions. C'était 2 régions. Il y avait la région Bamoun et il y avait la région Bamileke. La région Bamileke a eu la chance, après les indépendances, d'avoir 7 départements. Pendant que la région Bamoun est restée avec un seul département. Mais si vous voyez la répartition sur le plan territorial, les Bamoun ont plus de terres que les Bamileke réunis. Tout à fait. Au niveau des populations, les Bamileke ont un peu plus de population que les Bamoun. Donc, ma foi, là, dans l'Ouest, il y a ce qu'on appelle les Tikars, il y a ce qu'on appelle les Bororo. Vous comprenez? Donc, quand il y a un problème comme celui-là, quand on prend les 7 départements qui sont essentiellement Bamileke et on oublie les Bamoun, les Tikars, les Bororo, ça pose quand même un problème. Mais quand M. Famendongo va aux antennes, il dit et déclare que la liste de l'UDC est une liste tribale. Il soutenait le SDF. Non, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous savez, les gens pensent qu'on vient jouer. Moi, je ne joue pas. Je ne suis pas venu jouer ici. Non, et puis, nous ne sommes pas venus ici pour faire tout pour le langage de la triche. Vous comprenez? Parce qu'on va nous dire non, c'est tous les tribus qui sont au pouvoir. Mais cher monsieur, à quelle proportion? Les gens ne peuvent pas prendre le pouvoir. D'ailleurs, ils créent 60 ministres au Cameroun parce qu'ils veulent prendre 50 et puis faire de la cosmétique avec les 10 000. Ceux qui ont le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir. Ou celui qui a le pouvoir. Et quand il le fait, c'est de la cosmétique. D'ailleurs, je me demande comment est-ce que jusqu'à présent, il n'a pas encore créé le ministre des Loisirs et des Temps Perdus pour pouvoir démontrer que toutes les tribus sont représentées. Donc, il y a des ministères qui sont là, qui travaillent, mais il y a des ministères qui sont pratiquement inutiles. On ne peut pas prendre un ministère et le charcuter, le transformer en 5 ministères parce qu'on veut mettre les gens un peu en fonction, etc. pour démontrer que tous les tribus sont là. Pendant ce temps, les ministères de souveraineté, vous n'avez qu'à regarder. Quand on regarde par exemple les forces de sécurité et de défense, la police, la gendarmerie et l'armée, c'est une seule tribu qui est là depuis toujours. Et les postes importants, et ce n'est pas seulement contre les Bamileke, si je puis m'exprimer. Prenez la ville de Douala. Depuis 1983 que je suis arrivé ici à Douala pour travailler, j'ai trouvé un préfet qui s'appelait Kaifon Pefura. Un Douala n'a jamais été préfet dans la ville de Douala.
Jamais. Mais si vous allez par exemple à Yaoundé, les gens de cette région-là ils sont préfets, ils sont gouverneurs. Donc c'est pour vous dire. Et Yaoundé se porte bien. C'est pour vous dire, cher monsieur, c'est pour vous dire. Ce n'est pas question de se porter bien. C'est une question, et je vais vous dire, pourquoi est-ce qu'il y a les détournements des deniers publics et toutes ces affaires. Il y a des détournements de deniers publics parce que ces gens ont posé des actes gravissimes. Ils se disent, si nous perdons le pouvoir, on fait comment? Donc ils pensent que en ramassant l'argent de l'État et en mettant en sécurité, ça les protège parce qu'après, ils pourront, n'est-ce pas, tenir. Mais ils oublient, et c'est ça qui suscite, n'est-ce pas, les détournements à l'appel et à ne plus en finir. Et moi, je pense que la solution ne doit pas être celle que nous vivons là, parce que, dites ce que vous voulez, je dis que quand vous êtes chef, le chef est garant de la morale publique. Le comportement du chef induit le comportement de tous les autres. Personne ne sait quand on recule à Sonara, à la SNH, au port autonome de Douala. Comment est-ce que on fait le concours de la police, de la gendarmerie? Comment est-ce qu'on fait pour être admis à l'ENAM et tout ça? De toute façon, quand les listes sortent, pour les gendarmeries, mais vous allez voir que si on sort la liste après un concours de gendarmerie, vous allez encore dire que le jour, c'est tendancieux, parce que vous verrez que c'est toute une tribu qui est alignée. On a vu les concours ici, ils sont à 80% sur les listes. Donc, cher monsieur, nous devons le dire, le décrier pour que ça ne se répète pas. Mais vous ne pouvez pas passer le temps à nous dire non, il n'y a rien, c'est un groupe de personnes, etc. Pendant que le tribalisme fait son chemin, il faut le dire clairement et il faut éviter la triche. Parce que quand vous le dites ainsi, c'est de la tricherie et rien d'autre. Bandakani et puis Alissa Kani. Moi, je crois qu'on ne peut pas mettre certains propos sur un tel sujet. Parce que quand M. Kougné parle, je crois qu'il y a une tendance de sa part à vouloir faire croire que le régime qui nous dirige est essentiellement tribal. Et que cette essentialité tribale, c'est une affaire de bêtises, parlons comme ça. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis quand même. Analyse vos propos et vous parlez, pourquoi me démentir? Vous venez de le dire, il faut l'assumer. C'est-à-dire, vous tentez de dire qu'on a au Cameroun un pouvoir petit, je parle comme ça, c'est le grand ethnie. Comme s'il y avait eu une réunion un jour où ces gens se sont réunis, on dit, monsieur Bia, venez prendre le pouvoir. C'est monsieur Aïdé qui donne le pouvoir, monsieur Bia. Non, c'est pas sérieux parce qu'il faut faire attention quand on dit n'importe quoi. Il faut faire très attention. Deuxièmement, vous prenez le régime Maïdjo. Ce qu'il dit là, c'était la même chose sur le régime Maïdjo. C'était bien. Je ne veux pas un jugement de valeur. J'analyse d'abord. C'est vous qui analysez, vous faites un jugement de valeur que je n'accepte pas. Vous faites une analyse qu'on peut constater. Mais ce que vous en tirez comme conclusion est inacceptable. C'est tribaliste ce que vous faites. Pourquoi? Soyez juste pas la même chose. Les postes de souveraineté étaient entre les mains de qui? Est-ce que pour autant vous pouvez dire que c'était un régime tribal? Non. Si on connaît l'histoire du Cameroun, on ne peut pas dire ça. Ce n'est pas un régime tribal. Je prends d'autres arguments. Si on va dans ce sens-là, mais allons jusqu'au bout. Donc on va nous faire croire que l'esclavage, la colonisation, se sont fait aussi aux faciès. Je lui pose la question. Alors nous parlons, le franc CFA aux faciès, c'est-à-dire que quand l'argent est là-bas à Paris, c'est-à-dire on dit que bon, c'est pour les Bamileke, c'est pour les bêtises, c'est pour tel. Est-ce que l'iniquité des termes et de l'échange, c'est aussi aux faciès? La pauvreté qui est au Cameroun, c'est aussi aux faciès, c'est-à-dire que quand vous regardez la masse des Camerounais, toutes régions confondues, la pauvreté, la société faciès, il faut qu'on soit sérieux. Si nous ne sommes pas en mesure d'analyser la situation politique de notre pays, il ne faut pas qu'on verse dans la boue du tribalisme. Le problème du Cameroun est clair depuis l'histoire. C'est deux familles politiques qui s'affrontent, si on parle de ça. Deux familles, c'est pas compliqué. Deux. La famille qui estime que ce pays, ses richesses, ses trésors doivent profiter d'abord aux Camerounais. Et l'autre qui estime que cela va profiter d'abord à l'étranger et à ceux qui représentent le Cameroun. Et ces deux familles sont transpartisans et transethniques. Les faits sont clairs. Le pouvoir du Cameroun, ce n'est pas seulement le pouvoir politico-administratif. Il y a le pouvoir économique. Est-ce qu'on veut qu'on en parle? Ce plateau va exploser. Vous allez voir que ce qu'on appelle Betty, mais si certains ont le pouvoir administratif, quand ça va devenir les affaires, on connaît les alliances. Je ne veux pas dire plus. On connaît les alliances. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est le tribalisme, c'est transethnique, c'est quoi? C'est quel genre d'alliance? Ces alliances célestes, ou bien ce sont des faits qu'on est en train de voir. Donc le pouvoir religieux, ce sont des pouvoirs. Allons voir comment c'est structuré. Ce sont des pouvoirs. On peut continuer. Pourquoi on fait comme si dans ce pays, il n'y a pas le multinational qui prennent tout l'argent de ce pays? Parce que le budget du Cameroun, c'est clair. Quand on voit le budget du Cameroun, mettons-le à 5 000 milliards. Le Cameroun produit combien en termes de produit intérieur brut par an? Vous avez près de 16 000 milliards, prenons les chiffres officiels. 5 000 milliards, c'est pour le budget. 11 000 milliards, ça va où? Ça va où? C'est tous les tribus qui mangent ça? C'est les bêtis qui mangent ça?
Non, il faut que nous posons le vrai débat sur la table. Et qu'on ne va pas nous faire croire que parce que peut-être il y a l'horizon de la succession du président, on va dire que les Bétis ont mangé avec lui. Alors que c'est toute l'alliance du nord, l'ouest, le sud, le littoral. Les bourgeoisies là se sont partagés le pouvoir, se sont enrichis dans ce pouvoir. Et que ce n'est pas une affaire de Bétis, c'est une affaire d'une élite Bétis, d'une élite bamileke, d'une élite nordiste, d'une élite du sud, du littoral, qui sont au pouvoir. C'est le bilan qui est sur la table. Et malheureusement, ils sont au pouvoir, ils ont des alliances dans l'opposition transethnique pour qu'après le président Biya, ce système continue. Nous luttons contre ça. Anissé Kane. Je veux dire, avec toute la solennité que je dis, Kouigné est un monsieur très dangereux. Non, je dis avec toute la solennité. Parce que quand quelqu'un parle de eux, il parle de qui? Est-ce que le paysan de Ngouloumakon est concerné par vos propos, monsieur Kouigné? C'est très dangereux de parler ainsi. Ils ont fait, eux, qui, ont mis pour qui? C'est dangereux. Moi, je dis avec solennité. Ce n'est pas sérieux. De toute façon. Ce n'est pas sérieux d'accepter des choses comme ça sur un plateau de télévision. Eux, là, c'est mis pour qui? Premièrement, deuxièmement. Le Bétis. Oui, je dis, c'est pour ça que moi, ça me donne de l'urticaire d'écouter des choses comme ça. Il y a quelques années, j'avais écrit un article, le proteste Bétis. Le peuple Bétis, vous le mettez en otage parce que des dirigeants de ce pays aujourd'hui sont Bétis. Ce peuple est en otage. Allez voir dans ce qu'on peut dire la sphère ethnique Bétis, ce que c'est que la misère des masses. Comment vous osez dire qu'ils sont au pouvoir? Ils, qui? C'est pire qu'ici. Pire qu'ici. J'avais fait un deuxième papier, c'est la bourgeoisie bamileke qui fait peur. Justement, c'est un problème d'hégémonie des bourgeoisies. En 1990, malgré l'engouement populaire de cette dynamique politique, il y avait des enjeux de pouvoir et de bataille pour l'hégémonie économique dans le pays. Est-ce que, peut-être que vous ne l'avez pas suivi, la bourgeoisie bamileke s'était impliquée dans l'Union pour le changement. C'est la réalité. J'étais à côté de l'Union pour le changement lorsque les hommes d'affaires de l'Ouest recevaient Foundi à l'Ouest. On a vécu ça. Il faut dire les choses comme elles sont. Pourquoi vous mettez l'ensemble de Camerounais dans cette bataille de pouvoir économique et politique? C'est dangereux de dire des choses pareilles. Et c'est d'autant plus dangereux que c'est fait délibérément pour pêcher à nos troubles. Quand on le fait, en ce moment-là, les projets politiques, les orientations politiques ne comptent plus. C'est le frère. C'est le gars du village. Allons dans le parti du village. Comme l'un de nos camarades s'était fait dire par son frère du village, pourquoi tu es dans ce parti-là? Le village est un parti. Monsieur Kouigné, arrêtez de dire des choses pareilles. Tout cela parce qu'on est dans l'après-Biya. Donc, on crée une situation dans laquelle les démarcations politiques ne se feront plus. Ce seront des enjeux communautaires. Mais ça ne mène à rien. Ça mène au fossé. Ça mène aux guerres tribales. Ça mène à la destruction du pays. Ça ne permet pas à notre jeunesse de s'intégrer, monsieur Kouigné. Arrêtez de faire des choses pareilles. Sambaka. Oui. Je dois dire que le Cameroun est d'une complexité qu'on doit toujours prendre en compte. On doit toujours prendre en compte parce que une ethnie, une tribu ne peut pas se détacher et avoir l'hégémonie. Ce n'est pas possible au Cameroun. Le Cameroun, c'est une erreur politique, c'est une erreur d'appréciation, c'est une erreur de démarche. Parce qu'en réalité, la complexité du Cameroun avec plus de 200, je ne sais pas combien d'ethnies, peut-être même plus, fait en sorte que nous devons plutôt capitaliser tout cela, cette diversité. Parce que si on en fait quelque chose de repli, alors à ce moment-là, vous pouvez être sûr qu'il y a beaucoup d'autres qui vont se mettre contre vous. C'est la raison principale pour laquelle j'ai dit que l'excès de centralisme que nous avons vécu aujourd'hui a fait du Cameroun deux classes. Les laissés pour compte,
qui sont de toutes les tribus. Moi, j'ai fait la campagne dans le sud et j'ai vu qu'il n'était pas aisé. Je l'ai vu comme partout. Il est poli. Partout. Donc, la vérité, c'est que cette classe, cette nomenclature qui dirige, qui est composée de tout le monde, toutes les ethnies, elle a instrumentalisé. Mais ces mêmes personnes, vous allez vous rendre compte que ces mêmes personnes retournent dans leur village pour battre campagne. Claire. Donc, c'est la politique qui vient instrumentaliser ce fléau-là. Il faut donc revenir vers nous-mêmes et nous dire, si nous avons autant d'ethnies et qu'aucune ethnie ne peut dominer l'autre, les autres, parce que dès que vous arrivez avec la dominance, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va se mettre contre vous. Et à ce moment-là, vous ne pourrez pas réussir. Donc, la réalité des faits, c'est que comment transformer ce qui, pour aujourd'hui, est comme un frein au développement, comment transformer ça en une chance formidable, ce n'est que de profiter de cette diversité dans le sens positif. De profiter de cette diversité pour comprendre que le vivre ensemble dont on parle tout le temps est une réalité sur le terrain. Mais la politique est venue tout gâter en instrumentalisant et en faisant de certaines ethnies des ennemis des autres. C'est pour cette raison que je vous disais tout à l'heure que dans votre titre du jour, il y a eu une réplique d'un autre journal qui s'appelle Essinga et qui, lui, parlait de 3 hommes qui sont bêtis, qui sont menacés de mort. Vous voyez? Donc, ce jeu-là n'est pas le jeu de la population profonde. Moi, je me rappelle qu'ici à Douala, quand j'étais encore jeune, Saint-Jean-Bosco, tous les dimanches, nous allions là, en face du lycée de jeunes filles, à Newbel, où il y avait les danses, où il y avait les gens qui se retrouvaient, il y avait les danses Mangambe, il y avait les danses Asiko, il y avait les Sewe, il y avait tout cela. Et les dimanches, on se régalait, c'était une multiculture. Donc on a laissé tomber toutes ces choses-là, et qui peut organiser ça mieux que les communes? Donc chaque commune accueille des populations, chaque commune a une diversité de populations, il faut que les gens s'adaptent à ce que la commune est. Parce que c'est comme ça qu'on appelle l'intégration. Il y a un problème d'intégration. Le repli identitaire n'est pas une chose qui est bonne. On ne peut pas réussir avec ça. Donc, moi, je ne peux que donner mon point de vue et des conseils pour dire que nous tous, nous sommes victimes d'un certain nombre de choses qui peut nous perdre et penser que le tribalisme est répandu partout. Non, le tribalisme n'est pas répandu partout. Et ceux qui voudront utiliser le tribalisme comme arme de conquête de pouvoir... Qui utilisent? Non, ceux qui voudront l'utiliser comme arme de conquête ou de conservation du pouvoir auront fait le mauvais calcul. C'est vrai que la une de Essingan n'est pas directement parallèle à celle de Le Jour, hein, parce que celle d'Essingan date un peu plus d'un an, et elle n'est pas directement liée à celle... Qui a dit que les bêtis sont en danger? On a mis 3 bêtis en danger. Oui. Non, c'est... En fait, il y a un artiste qui est décédé, un autre qui travaillait dans une paroisse qui est également décédé, et puis notre confrère Ernest Obama, c'est une Monsieur dit, Peter, on n'a pas opposé le tribalisme. Non, c'était juste pour... oui, parce qu'il a... Sambaka a l'impression que c'était une réponse, une réplique pas du tout. Au quotidien Le Jour. Alors, Emmanuel Kounyeme, ce que je veux davantage savoir, c'est qu'est-ce qui peut justement expliquer que la question... J'ai failli dire connaît son point culminant autour des élections. Je veux dire que aussi longtemps que nous ne sommes pas en période électorale, on a l'impression que ça fait moins débat. Ça fait moins débat, contrairement à ce que M. Kane dit, ça fait moins débat parce que tout est préparé pour aller aux élections. Quand vous prenez un ministère comme le ministère de l'Éducation, vous le divisez en 3, vous donnez à 3 personnes, et vous faites 60 ministres dans la République. Et le principe, c'est que chacun qui est nommé ministre rentre dans son village, appeler son convillageois et dire Paul Biya m'a donné notre part.
Et c'est ça l'objet de la danse. On danse avec les villageois et on s'en va. Je vous ai pris le cas de l'université. Des ministres d'origine évidemment différente. D'origine différente. Mais ça, c'est l'organisation du tribalisme. C'est comme ça que ça s'organise. Et puis ça va rechuter au moment des élections. Alors, il m'a donné... Ce n'est pas une organisation... Non. C'est le tribalisme qui s'organise autour de cela. Vous rentrez au village, vous dites, Paul Biya m'a nommé, il m'a donné notre part. Et puis, les villageois disent, on te bénit, vas-y. Ils attendent qu'on leur amène ce notre part-là. Et puis, je vous ai pris le cas de l'université de Douala, quand M. Bekolo était là, excusez-moi de le citer. Mais nous, on faisait le championnat de vétérans, donc j'étais un peu autour de l'université. Donc quand il va au village, les villageois, il dit, moi je veux recruter peut-être 100 agents d'appui. Le village lui envoie 80, puisqu'il a obtenu leur part. Et quand on lui envoie 80, même le simple football des vétérans, nous avions environ 13 équipes. Mais il y avait une équipe qui s'appelait Foot de la Konolenga, qui avait son stade, le stade de l'université de Douala, parce qu'il était là-bas. Donc ils ont eu leur part. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Maintenant que tu as une autre part, il vient leur dire, bon, j'ai vu, il vient leur donner, il vient distribuer je ne sais pas quoi. Au moment des élections, il vient leur dire, j'ai une autre part, je vous ai donné, je veux 100% aux élections. Et c'est pour ça qu'au moment des élections, ça prend une autre envergure. Et ça, c'est une constitution. C'est quelque chose qui est constitué. Il faut mettre fin à cela. Ce n'est pas normal. Malheureusement, c'est la vérité. Vous allez faire la politique d'Autriche comme vous voulez. Mais je vous dis et je vous répète qu'il faut mettre un terme à cela. Il faut mettre un terme à cela. Mais il faudrait qu'on en parle. L'exemple de... C'est quand même terrible. Je vous dis, et c'est valable pour tous ceux qui vont danser. Tous ceux qui vont danser au village disent aux villageois, le président, et puis les villageois font même des motions de soutien pour remercier le président de la République d'avoir choisi un de leurs enfants pour entrer dans le gouvernement. Et pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'ils sont contents de cela. Est-ce que le retour, ce qu'ils leur donnent, c'est le développement? Ou bien c'est les sarderies ou c'est bois de sardines? Si vous vous êtes nommé, est-ce que vos enfants ne seront pas contents? Mais est-ce que s'ils sont contents, ça veut dire que je vais aller organiser une fête publique pour démontrer que ce village est content par rapport à l'autre village? Mais ça, c'est justement ce qui allume le tribalisme. Et puis je vais vous dire, j'ai entendu M. Mbadakani parler on ne parle pas du franc CFA, on ne parle pas de l'esclavage. Je voudrais dire que ce débat-là, ce débat que nous faisons tous les jours, sur les Occidentaux, sur l'impérialisme, c'est pas eux qui vont venir résoudre le problème chez nous. Il faut comprendre que ce qu'ils font même à la limite, bon pour eux. Non, c'est bon pour eux. Parce que quand ils viennent prendre nos ressources, c'est pour faire vivre leur peuple. Vous les appelez au secours? Non, ils font vivre leur peuple. Il nous appartient à nous de prendre toutes les dispositions pour qu'ils ne soient pas capables de le faire. Donc, ça ne sert à rien de commencer à pleurnicher tout le temps. Non, nous devons nous organiser pour qu'ils ne soient pas capables de le faire. Mais nous ne pouvons pas passer le temps à crier, ils ont pris nos ressources, ils ont fait ceci, ils ont amené le franc CFA. Personne ne nous a empêché de sortir du franc CFA. Et il faut que nous mettions sur pied les mécanismes pour sortir. Si nous ne pouvons pas le mettre, ils vont prendre ce qu'ils prennent, ils vont aller satisfaire le peuple. Le peuple sera content. Même au ciel, ils diront à Dieu que nous avons bien entretenu notre peuple. Même en brousse, quand le lion mange le lièvre a une vie, mais le lion a besoin du lièvre pour vivre. Donc il faut comprendre cela comme ça. Donc il faut arrêter de critiquer les autres et dire ils ont fait ceci, ils ont fait. C'est en charge pour nous de nous organiser pour que cela ne nous arrive pas. Et si nous ne pouvons pas nous organiser, alors nous serons des victimes. Et ça ne sert à rien de crier. Moi je plains beaucoup M. Kounié. Il est victime de son tribalisme instinctif. Et toi, tu ne l'es pas? Non, moi pas du tout. Tu es fatalement tribaliste, malheureusement. Mais fatalement. Renseignez-vous. Parce que lorsqu'il parle de cette dévolution de ministres qui vont faire chacun dans son village, ce n'est pas c'est pas là le tribalisme. C'est la stratégie de contrôle, de caporalisation, de manipulation des masses. On confie à chaque petite élite bourgeoise, on lui donne les moyens de tenir la population, de les caporaliser, de les manipuler pour le pouvoir, pour leur pouvoir commun. Ça n'a rien à voir. Donc, contrairement à ce que la Constitution vous êtes en train de faire, vous êtes en train de décrire le pouvoir néocolonial sans savoir que c'est de ça que vous parlez. Mais comme vous êtes brouillé, vous êtes perdu dans votre tribalisme instinctif, vous confondez les choses. Pourquoi? On arrive actuellement dans le pays à imaginer que ce pays a toujours vécu comme ça. C'est pas vrai. L'UPC a fait la synthèse, l'intégration dans la bataille pour l'indépendance et la réunification. Et pendant des années, pendant plus d'une dizaine d'années, il n'y avait pas de problème lorsque l'UPC faisait un discours par rapport à l'origine de ses dirigeants
etc. C'était d'autant plus vrai que l'idée même de l'indépendance, c'était une idée très difficile à admettre. Mais du fait qu'elle était juste, qu'elle était intégrationniste, les Camerounais y ont adhéré. En 1990, malgré les problèmes, malgré le discours intégriste de la Sainte Trinité, de Anglo-Bami, etc., on a créé une dynamique d'union pour le changement qui a gagné les élections présidentielles. Et ce n'était pas une affaire des gens qui sont recroquevillés autour de leur communauté. Même si c'est parce que les résultats officiels ont dit, bon, bref. Peu importe. C'est d'autant plus grave que hier, avant-hier, j'écoutais la thèse maintenant qui commence à prendre du pouvoir rotatif en fonction des tribus. N'importe quoi. En fonction des... Il parlait de communautés conflictogènes. C'est-à-dire que on va regrouper les Camerounais en fonction de leur capacité de nuisance dans la dévotion du pouvoir. On est en train de fabriquer dans l'esprit des Camerounais, dans la mentalité du Camerounais, que le tribalisme, c'est du fatalisme qu'on ne peut pas faire sans. Entre la tribalité, le fait que les gens vivent dans des espaces culturels, naissent là-dedans, grandissent là-dedans, sont élevés là-dedans, et le fait que la dévotion du pouvoir se fait à partir des constructions régionalistes, communautaristes, il y a une grosse différence. C'est en cela que je dis, monsieur Kounié, arrêtez ce discours-là. Parce qu'il ne servira pas au Cameroun de demain, il ne sert pas au Cameroun d'aujourd'hui, parce que ça brûle des pistes. Mais l'intérêt ce soir, c'est d'interroger sa pertinence. Il faut en parler pour qu'on l'éradique. Son existence éventuelle. Il faut en parler pour qu'on l'éradique, cher monsieur. Il faut en parler. Le problème du tribalisme est permanent dans la situation politique dans notre pays, depuis des décennies. Mais il est exacerbé chaque fois qu'il y a une bataille conjoncturelle pour le pouvoir. Ça veut dire qu'en réalité, c'est le pouvoir qui attise, c'est le pouvoir politique, c'est la bataille pour le pouvoir politique qui attise, qui excite les instincts primaires des Camerounais pour arriver au pouvoir. D'abord, je commencerai par dire que s'il faut parler comme ça, tout étant égal par ailleurs, on peut convoquer sur le fait que ce n'est même pas seulement, c'est pas un problème purement camerounais. Même les pays que vous appelez développés ont ce problème. Vous allez en France, les Bretons, les Occitans, les Basques, tous ces gens-là, les Corses, ils continuent à revendiquer leurs appartenances identitaires, y compris de manière primaire. Il n'y a qu'à voir les journaux régionaux, n'est-ce pas, dans ces pays-là. Vous prenez le cas des États-Unis, on peut dire que la question des Noirs et des Blancs dans leur rapport peut être aussi analysée de cette façon-là. Alors pour dire quoi? Pour dire que il ne faut pas qu'on... La manière de stigmatiser cette affaire et de faire comme si... C'est-à-dire que nous les Camerounais, vous parlez du Cameroun, nous sommes au début, oui, nous sommes au début des tribalistes, à la fin des tribalistes. Que notre vie s'arrête là, c'est du racisme. Ce que je vous respecte beaucoup. Mais c'est parce que vous dites que nous pleurnichons, que ce n'est pas vous qui pleurnichez même plus que nous. Vous pleurnichez. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a un front commun qui anime tous les tribalistes. Ils se couchent toujours devant l'impérialisme. Ici, les pompes de l'impérialisme. En disant que ceux qui dénoncent ça pleurnichent. Alors que l'une des raisons, l'une des bases du tribalisme chez nous, c'est parce que les forces politiques sont bloquées. Pourquoi c'est bloqué? Parce qu'il y a des accords. Il y a des accords qui bloquent l'économie des pays africains. Si on nie ça, on fait la politique, pourquoi? Pourquoi on ne parle pas de ça? Quand on parle de ça, on dit qu'on pleurniche. Mais M. ceux qui ont été tués parce qu'ils ont voulu sortir de France CFA, c'est pas moi qui les ai tués. Olympio, qui les a tués. Modibo Keïta, c'est pas moi qui les ai tués. Ce sont vos amis que vous défendez là qui les ont tués parce qu'ils voulaient sortir du France CFA. Donc, il ne faut pas jouer à ce genre de jeu-là. Autre chose, le président Nissel l'a rappelé. Il ne faut pas confondre le tribalisme et la géoethnie. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Une démarche politique tribale consiste en ce que votre démarche politique est basée sur, entre guillemets, la suprématie de votre ethnie.
et que c'est l'ethnie-là même qui vous donne le pouvoir. Mais que un homme, quelqu'un ministre, il rentre dans son village, c'est la ethnie, d'autant plus que ceux qui l'ont nommé ne même pas de son village pour la plupart du temps. C'est élémentaire. Pourquoi on fait comme si vous êtes suffisamment intelligent pour ne pas faire ce genre de confusion? C'est délibéré. Il est intelligent. C'est-à-dire que c'est parce que on me nomme ministre, je donne dans mon village, que ça veut dire que c'est le tribalisme. Vous ne pouvez pas le faire tant d'Aïdjo, malheureusement. On le faisait pas. On ne l'avait jamais fait, monsieur. Si vous le faisiez, il vous enlevait de votre poste. Jamais. Arrêtez, c'est même plus grave. Vous savez, on a vu personne le faire. Vous savez, le concept de Grand Nord, ce n'est pas une création du président Biya. Je prends seulement ce cas-là. C'est pas le je te dois, vous le connaissez, vous connaissez l'histoire du Cameroun. C'est pas moi de vous rappeler ça. C'était même pire en ce moment-là, puis dans ce sens-là. Mais, même en ce temps-là, nous, on ne pouvait pas dire que c'est un pouvoir tribal. On ne peut pas le dire. Parce que le dire, c'est effacer toute l'histoire du Cameroun, comme je viens de vous rappeler. C'est effacer cela. C'est une théorie raciste. Gobineau aurait peut-être fait moins que vous. C'est-à-dire, quand vous voulez nous faire croire que nous, les Camerounais, on ne peut pas vivre l'humanité, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas développer les grandes idées philosophiques, rationnelles, globales, et que notre sort, c'est de mourir dans les bantoustans tribaux. C'est ce que les études ethnologiques servaient à ça, à dire que les nègres, racistes, ne peuvent pas réfléchir au-delà de la tribu, et qu'il faut que le blanc soit là pour les civiliser et éviter qu'ils s'entretuent, qu'ils se massacrent. On peut encore dire ça aujourd'hui, au XXIe siècle, quand on l'a au Cameroun, en niant toutes les dynamiques d'intégration qu'il y a même chez nous sur le plan sociologique, sur le plan économique. Est-ce qu'on peut nier ça? Quelle tribu au Cameroun peut s'épanouir authentiquement à la condition actuelle? Aucune. On est condamné à se brasser. Donc à partir de ce moment-là, même sur le plan socio-économique, le tribalisme n'a pas les chances de prospérer. Alors si les hommes politiques sont incapables d'ajuster le discours à la dynamique sociologique du pays, mais qui vient pas nous faire croire que les Camerounais sont des villageois et qu'ils vont mourir dans les villages. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mon cher Kounié. Vous le savez très bien. Et cette alliance de bourgeoisie-là, ethno-financière, vous n'avez qu'à voir. Lorsqu'on lance les prêts là, nous commençons à expérimenter les bourses là, parlons comme ça chez nous. Les gens qui ont là-bas une couleur tribale. Les emprunts. Les emprunts là. Vraiment, monsieur Kounié, vous êtes un grand financier. Les emprunts ont une couleur tribale. Je vais répondre. Je vais vous répondre. Vous êtes un grand financier. Ouais. Moi, je vous dis, elle dit que, et vous voulez nous faire croire alors que bon, l'argent là alors, ça vient spécialement de quelle tribu? De ceux qui ont volé. Ils ont volé l'argent de qui? C'est l'argent qui ont volé qui bon, maintenant, quand ils ont volé, allez voir donc. Quand on fait les opérations, on publie le nom de ceux qui achètent ces bons de trésor. Vous voulez que c'est les voleurs? Non, ce ne sont pas les voleurs. C'est un blanchiment d'argent. Ça veut donc dire que les voleurs. Monsieur Kounié. Les emprunts. Monsieur Kounié. Non, je vous conseille ça. On emprunte aux gens qui ont volé l'argent. Sinon, on communique le nom des gens qui. Non, je vous conseille de ça. Ça veut donc dire que les voleurs viennent de toutes les tribus. Je n'ai pas parlé de tribus. Non, je tiens de vous vous rendrez compte que ce n'est pas tous les tribus. C'est justement les voleurs. Non, les voleurs dont on les connaît. Bien sûr. Ce ne sont pas les bêtiers qui volent. Mais pourquoi tu veux les citer? Mais parce que c'est que vous le. Malheureusement, c'est que vous insinuez. Vous insinuez. Moi, je tiens de vous dire ceci que ce que vous appelez les voleurs, c'est vous qui le dites. On les recrute dans tous ces groupes-là, ces bourgeoisies, ethniques qui sont au pouvoir. Et ils ne sont même pas, elles ne sont même pas représentées de toutes les tribus du Cameroun. Tout à l'heure, quand vous avez rappelé le nombre de tribus que nous avons au Cameroun, si on veut jouer à ce jeu-là. Mais combien sont au pouvoir? Combien? Donc même là-bas, ça ne tient même pas. Ça ne tient même pas. Je terminerai en disant qu'en réalité, cette classe bourgeoise est incapable d'affronter les tâches historiques qui s'imposent là. À savoir nous libérer du joug impérialiste. Le franc CFA, les bases militaires, l'iniquité, les termes de l'échange. Pourquoi ce débat vous effraie? Parce que quand vous voulez remplacer le président Biya, vous voulez enfermer les Camerounais dans un faux débat interne tribaliste pour éviter d'énerver vos parents français, vos parents américains, que vous appelez tous les jours pour venir envahir le Cameroun et vous mettre au pouvoir. Comment transcender la question désormais? Pour transcender la question, je pense qu'il faut travailler pour l'émancipation de nos peuples. Vraiment, nos peuples ont besoin de s'émanciper parce que très souvent, la politique se passe dans une sphère qu'ils ne maîtrisent pas. Et très souvent, ils sont victimes de certaines manipulations. Le tribalisme existe au Cameroun. Quand vous prenez dans les réseaux sociaux, vous voyez ce qui s'écrit là-dedans.
C'est très grave. Mais c'est toujours des manipulations qui sont dues à l'exercice ou à la conquête du pouvoir. Vous voyez? Donc, le tribalisme tel qu'il est là, tel qu'on le vit aujourd'hui, est quelque chose de très dangereux. C'est la raison principale pour laquelle il faut dire aux Camerounais que l'heure est de s'émanciper. Parce que nous sommes dans un pays où les populations subissent. Et elles ne veulent... on dirait qu'elles sont bloquées. Elles sont saucissonnées à tel point que la base même d'une vie meilleure, du bonheur, nécessite que les gens soient impliqués. C'est la raison pour laquelle, moi je dis, si vous voulez, comment on fait? Il faut partir de la base. Parce que les manipulations qui se font au niveau politique, les hommes politiques représentent combien de populations au Cameroun? Vous voyez, ce n'est pas évident. Mais seulement, ils ont une emprise, parce que ceux qui sont au pouvoir ont de l'argent, ceux qui ont des moyens ont de l'argent, et ils essayent d'instrumentaliser les autres. Moi, je peux vous dire, je suis allé aux élections plusieurs fois. Mais la dernière élection où je suis allé, où je voulais être député de la nation, je sortais d'un centre de vote où j'ai vu des femmes qui m'ont dit, oh, notre père là, c'est toi qu'on voulait voter, hein? Mais seulement, les autres nous ont proposé 5 000. Si tu as 2 000, c'est toi qu'on vote. Vous voyez, il faut que la culture politique entre dans les mœurs de nos populations, qu'ils s'émancipent, parce que c'est à ce moment-là qu'ils pourront choisir valablement leur exécutif municipal. C'est à ce moment-là qu'ils pourront valablement contrôler les activités de la commune. Et c'est à ce moment-là qu'ils pourront valablement sanctionner. Est-ce que vous avez entendu parler des programmes au Cameroun? Tout le monde sort un programme, personne, les gens, ça ne dit rien à personne. Mais il y a des programmes, c'est vrai, mais on ne regarde pas les programmes pour voter. Il y a d'autres critères qu'on utilise pour qu'on puisse avoir des voix. Et ça, ce sont des critères qui ne grandissent pas le Cameroun, parce que le Cameroun a besoin de cette unicité, le Cameroun a besoin des idées, parce que les idées, elles traversent les frontières. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle il faut promouvoir. Il faut promouvoir les idées, il faut promouvoir les programmes, il faut promouvoir les plans d'action, il faut promouvoir toutes ces choses qui peuvent permettre que demain, nos populations soient debout. Parce que le tribalisme va partir quand nos populations seront valablement éduquées, valablement émancipées, quand nos populations vont devenir citoyennes, c'est-à-dire qu'ils connaissent leurs droits, leurs devoirs, quand nos populations vont savoir que le tribalisme au Cameroun n'a pas de place. Parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, si quelqu'un utilise le tribalisme pour la conquête du pouvoir, alors il se trompe grandement parce que ça va le rattraper. Ça va le rattraper tout de suite. Peut-être même qu'il peut accéder au pouvoir, mais ça ne sera pas pour longtemps. Vous comprenez? Ça ne sera pas pour longtemps parce qu'on n'accède pas au pouvoir par une base tribale. On accède au pouvoir parce qu'on a un bon programme pour les populations et qu'on peut, manifester le vivre ensemble dans ce programme et que le programme c'est pour le bonheur des Camerounais. Donc quand on a vu ça comme ça, je pense qu'on peut commencer à réfléchir et se dire que ce n'est pas la bonne voie. Il faut changer de fusil d'épaule pour aller dans le sens qui peut grandir le Cameroun, c'est-à-dire là où les idées s'affrontent, là où les programmes s'affrontent. Et à ce moment-là, je crois que le Cameroun va se relever. Comment transcender le tribalisme? Oui, je veux commencer là où il a chuté, pour vous dire qu'au Cameroun, personne n'a jamais obtenu le pouvoir par un quelconque effort. Ahidjo a eu le pouvoir par un arrangement. Biya a eu le pouvoir par un arrangement constitutionnel, enfin par une décision d'une personne, M. Ahidjo. Par la suite, il s'est arrangé à conserver son pouvoir, mais personne n'a eu le pouvoir parce qu'il a dit aux Camerounais qu'il doit faire ceci, il doit faire cela. Mais maintenant, les Camerounais n'ont pas encore eu la possibilité d'avoir la culture qui permette de comprendre que celui qui est au pouvoir parce qu'il a un programme et parce qu'on doit veiller à ce que, n'est-ce pas, ce qu'il a promis soit fait. Et le discours de 92, comme disait le président Ekane, c'était un discours transversal. Ce n'était pas un discours qui concernait... Le discours était transversal. Et puis, tout le monde se retrouvait dans ce discours-là. Aujourd'hui, personne ne nous présente un discours totalement transversal. Et quand bien même on l'apporte, nous, dans notre campagne,
Nous avons parlé de SMIC à 160 000 pendant 5 ans. Ça a amusé les gens. Les gens n'ont même pas voulu qu'on leur explique comment on y arrive. J'ai vu des gens rigoler, même des hommes politiques, comment vous allez faire. Et quand vous voulez leur expliquer, ils n'ont pas le temps de vous écouter. Nous avons dit qu'il faut fermer là. Ils votaient pour la tribu. Nous avons dit qu'il faut fermer. Nous avons dit qu'il faut fermer là. Nous avions préparé un discours transversal pour eux. Nous nous sommes rendus compte que les gens n'étaient pas préparés pour écouter ce discours-là. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de nous ouvrir les portes, et de nous permettre d'expliquer ce que nous proposons. Parce que nous avons à proposer dans notre programme, nous avions beaucoup de réformes, et puis nous avions travaillé pour avoir ces réformes-là. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que partout où nous sommes passés, c'est une fin de non-recevoir. Les gens n'avaient pas besoin de cela. Et puis, quand on parle de la fin du tribalisme, il faudrait, la notion de citoyenneté arrive avec des valeurs. Quelles sont nos valeurs? Est-ce que nous avons des valeurs autour desquelles nous nous retrouvons? Vous avez vu, le problème du tribalisme est très sérieux. Vous avez vu le monument de Mnyobé qu'on voulait construire. Vous avez vu quelle a été la réaction. Et puis vous avez vu comment tout le monde a reculé. Donc c'est pour vous dire que ce germe-là, ce n'est pas... Il faudrait en parler sérieusement. Tout le monde n'a pas reculé. Il y a des gens qui... Il faudrait en parler sérieusement pour le critiquer, afin que nous puissions en sortir. Quand moi je parle de ces choses-là, c'est parce que je veux le restituer sur la table. Ça ne veut pas dire que je soutiens cela. Ça veut dire que je le sens dans ma peau, et je sens mal, parce que je ne comprends pas comment les gens peuvent être à ce niveau-là. Vous voyez, nous avons tout un programme politique qu'on explique. Moi, j'ai passé 2 semaines sur les plateaux de télévision à expliquer, mais je vous assure que quand on explique quelque chose de sérieux, à la limite, les gens, les gens sont ennuyés. Les gens sont ennuyés. Ils ne veulent pas savoir. Ils veulent pas savoir. Oui, chacun veut voter la tribu. Et pourquoi chacun veut voter la tribu? Parce que justement, la personne qui est... Je vous ai dit que le chef imprime la morale publique. Et puis les Camerounais sont devenus tous tribalistes parce que le tribalisme vient d'en haut. Et pourquoi le tribalisme vient d'en haut? Pour entrer à l'ENAM, on ne sait pas où il faut passer, il faut voir tel, il faut faire ceci, cela. Tout le monde est dans ces créneaux-là. Il faudrait qu'on sorte de cette affaire-là. Mais on ne peut pas sortir de cette affaire-là en disant que ça n'existe pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que ça n'existe pas. Et pour revenir pour chuter, pour revenir à ce que M. Bandakani vient de dire tout à l'heure, nous n'avons jamais dit que le problème du franc CFA, c'est qu'il faut laisser le franc CFA. Mais nous disons que quand vous prenez par exemple le jeune gars de la Corée du Nord, là, pour qu'il ait son arme nucléaire, pour parler d'égal avec Trump qui va chez lui maintenant causer avec lui, il n'a pas eu besoin de se plaindre. Ils se sont enfermés. Et puis, ils ont eu leur diaspora. Les gens leur ont apporté une certaine, comment dirais-je, la technologie. Et ils sont arrivés. Mais que vous dites ce que vous voulez, même s'ils sont allés prendre ailleurs. Vous avez me dit qu'ils sont allés prendre en Chine, ils sont allés prendre en Russie. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire comme eux? Vous connaissez l'histoire du Cameroun. Mais il faut qu'un nationaliste soit au pouvoir. Il faut qu'un nationaliste soit au pouvoir qui puisse faire en sorte que les Camerounais se reconnaissent, n'est-ce pas, dans nos valeurs, et qui puissent, n'est-ce pas, il n'arrivera pas au pouvoir tant que vous allez sectariser notre pays en tribus et en régions. Voilà, ils ne sont pas dans les tribus. Ils sont où? Ces nationalistes là sont où? Ils sont sur le soleil? Non, ils sont où? Ils ont un discours. Mais qui passent par n'importe quel moyen pour y arriver, qui prennent le pouvoir par n'importe quel moyen et qui nous impriment, et qui nous permettent sur pied une société où il n'y a pas de tribalisme. La manière d'y arriver ne nous intéresse pas. Le problème, c'est pour nous de voir un nationaliste au pouvoir et qui mette fin à cela par les méthodes que nous connaissons. Comment on transcende la question? On ne va pas y aller. C'est un mot de fin de ce premier temps. J'ai 3 paramètres à soulever. On ne va pas transcender ça si on confond les bourgeoisies et les peuples. Il ne faut pas faire ce genre d'erreur. Le président Biya n'est pas le président des petits. On peut parler de façon triviale. Il y a la tribu des mangeurs et la tribu des non-mangeurs. Il ne faut pas venir nous réciter le discours là. On est fatigué d'écouter ça. Et on écoute ça tous les jours. Tous les radios ne font que raconter ça. Tu viens nous répéter ce qu'on écoute du matin au soir. Vous êtes fatigué d'écouter. Le président Biya est le président de tous les Camerounais. Et puis quoi? Vous êtes fatigué. J'ai déjà écouté ça 1 million de fois. Laissez-moi l'écouter, je vous en prie. Moi, je ne l'ai pas encore écouté sur la question. Il n'est certainement pas sur des bêtises. Non, je répète ici. On dit que le président de tous les cas. On ne peut pas transcender ça si on veut désigner comme bouc émissaire à d'autres communautés qui veulent prendre le pouvoir sur des bases ethniques, les bêtises, parce que le président est bientôt au pouvoir. Vous le trouverez sur votre chemin. C'est la meilleure façon de bloquer ce pays. Et vous ferez quoi quand on va vous trouver? On va vous battre. On se battra contre vous. D'abord, vous ne réussirez pas. Et la preuve, Sambaka vous l'a dit tout à l'heure, le président Sambaka vous l'a dit, vous échouez tous les jours.
Vous échouez là. Et qui réussit? Vous réussissez. Les non-tribalistes avanceront dans notre pays parce qu'ils sont en phase avec l'évolution sociologique du pays. On ne transcendra pas ça en voulant faire croire aux Camerounais que on pourra construire le Cameroun en assimilant ce pouvoir qui est là au Béti. Ça ne marche pas. Hein. C'est un pouvoir d'essence néocoloniale qui s'est constitué sur la base d'une alliance des bourgeoisies des régions choisies par le colon. Et leur père fondateur, c'est le colon. Et ils se recrutent, cette bourgeoisie, dans le pouvoir et dans l'opposition. Et le plus grave actuellement, nous parlons, c'est qu'il y a une alliance entre ces forces du pouvoir et certaines forces de l'opposition qui vont chercher le mandat de leur mentor à l'étranger pour gérer l'après-Biya et continuer ce projet tribal. Donc il faut bloquer ce projet-là. Deuxièmement, il faut remettre sur la table rapidement le projet de de Wandi, des patriotes de ce pays, qui ont réglé cette affaire il y a plus de 100 ans. Quand Mangabel a fait les Allemands, on ne dit pas beaucoup. Il va chercher le soutien de ses frères de l'intérieur. Il a même déjà particulièrement obtenu. C'était sur quelle base? C'était sur une base tribale, c'était sur une base nationale. Vous avez observé, il y a plus de 100 ans, les Mangabel avaient réglé cette affaire. Ils avaient philosophé à un niveau très élevé pour régler cette affaire. Ils ont pensé le Cameroun. Après, eux, les Oumouimé vont reprendre cette affaire à main. On a vu aller à l'ONU faire une leçon de patriotisme à la tribune en démontrant la camerounité. C'est déjà là. Remettons ça sur la table. On peut le faire. Il y a un parti comme le SDF peut le faire. La troisième chose pour en sortir, M. Kougné, arrêtez de cirer les pompes de blanc. Il faut casser le franc CFA. Il faut rompre avec tous ces accords qui bloquent, n'est-ce pas, l'émancipation économique de nos populations. Quand on va dans votre village, vous voyez les grands chefs dans votre village, vos chefs étaient là, ils sont des grands planteurs, vous n'en rien. Ils sont des grands planteurs, des grands acteurs économiques. Mais qu'est-ce qui bloque l'essor de leurs activités économiques? C'est le cacan néocolonial. C'est un fait. Il faut attaquer ça. C'est notre rôle. Comment ça? Mais c'est moi qui vous apprends ça. Quand on est venu dans les villages imposer les guichets de rente, c'était fait sur la base de la violence. On a décimé les villages pour imposer ça. Des chefs ont été déportés pour imposer ça. Ils avaient leur économie. Donc pour que ces forces s'émancipent, il faut sortir de ce cacan-là. Et ce cacan-là est bloqué par qui? Est parlé par qui? Le système financier international, devant lequel les tribalistes du Cameroun vont se coucher. Et là-bas, il n'y a plus le tribalisme. Hein. Quand ils vont se coucher devant leur famille à l'étranger, il n'y a pas le tribalisme. Quand ils appellent la France de venir intervenir ici, je ne sais pas si les Français sont des Camerounais, ou bien s'ils sont de l'Ouest ou ils sont petits. Ce sont des étrangers, des Blancs. Mais qui s'entendent, mais s'ils le font, ne les imitez pas. Vous voulez le changement. Mais ne les imitez pas. Vous tous, vous les appelez. Non, ne les imitez pas. Vous voulez le changement, il ne faut pas les imiter. Quand vous allez chercher le FMI à l'étranger, il n'y a pas une affaire de tribu. Mais d'où vient cette capacité à surmonter la tribu? Quand il faut aller chercher le FMI, aller négocier, aller supplier la France, les Américains et tout ça, de venir intervenir ici. Et quand il s'agit de parler avec vos frères, vous dites que c'est la tribu. Mais il y a quand même un problème, M. Tongo. Si, il y a un problème. Donc voilà les éléments de notre point de vue, modeste soit-il, sur lesquels il faut jouer pour sortir de la tribu. Moi, il faut partir d'un concept que le tribalisme n'est pas une fatalité dans les pays africains. Ce n'est pas une fatalité. J'ai démontré tout à l'heure en disant que l'UPC a pu le transcender. Et même en 90, on a essayé, malgré les pressions ethniques, des pouvoirs économiques, on l'a transcendé. On est arrivé à une situation sur le plan conjoncturel, une union pour le changement qui a drainé des millions de personnes indépendamment de leur région. Je pense qu'il faut réprimer sauvagement le tribalisme dans les médias, dans les propos, etc. Nous avons proposé très récemment qu'il faut un projet de loi, une proposition de loi pour corser un peu la répression sur le tribalisme, parce qu'à la sortie de l'élection présidentielle, c'est la catastrophe. Et si des messieurs respectables comme Kougné continuent à alimenter ce que l'élection présidentielle nous a laissé, je sais pas où est-ce qu'on ira. Il faut développer le pays de façon harmonieuse. Si toutes les régions du pays avaient le minimum, y compris celles de ceux-là dont parle monsieur Kougné, et on n'en serait pas là à s'accrocher à un ministre parce qu'il a été nommé, il est de notre région, alors que les infrastructures étaient là, l'école, la santé pour tout le monde. Il faut régionaliser le pays. Nous avons fait des propositions sur 4 régions
homogène sur le plan géographique. Le Grand Ouest, le Grand Littoral, le Grand Centre et le Grand Nord, qui sont culturellement harmonieux, ces régions, économiquement viables, en redonnant le pouvoir aux Camerounais, c'est-à-dire à ceux qui doivent, en réalité, qui le détiennent. Mais le pays va se développer et les conflits communautaristes vont progressivement disparaître, puisqu'on aura atteint des niveaux de vie et la perspective de bâtir un État puissant. Mais il faut sortir vraiment, et c'est le leitmotiv, il faut sortir de ce fatalisme, que le pays s'est installé dans une dynamique tribaliste. Il faut combattre le tribalisme par le tribalisme, il faut qu'on s'y jette tous, et puis que, c'est le Rwanda, c'est la guerre. Et que ça pète, comme on dit. Merci. Transition, deuxième thème. Deuxième thème, on va l'aborder après la transition sociale. Assemblée nationale, conseils municipaux comprend la progression du mandat des députés. D'abord, avant d'entrer, je voudrais savoir, y a-t-il des candidats éventuels sur le plateau ici? Des candidats éventuels? Ben bien sûr. Ah, vous serez député. Cette fois plus au sénatorial. Non, c'est à l'Assemblée nationale. Tu as gagné de l'argent. Vous êtes... Non, il sera porté par son parti, évidemment. Il a perdu parce qu'il n'a pas début à partager aux femmes. Emmanuel Kounié, quelqu'un d'autre? Personne ne se prononce aussi. Personne ne se prononce aussi clairement que le vice-président de... Encore que je ne sais pas ceux qui auront élection. Je leur ai dit qu'il n'y aura pas élection cette année. Nous avons dit qu'il ne pourrait pas avoir élection. Maintenant, on l'a mis en février. Je ne sais pas comment ils vont y arriver parce que si toute chose reste égale par ailleurs, je ne vois pas comment on va faire des élections quand certaines régions ne pourront pas compétir. C'est le fond du débat d'ailleurs. Oui, voilà. Mais soit dit en passant, peut-être avant, on ne parle pas trop des régionales. Hein. Pourtant, on a eu l'impression que... Elles auront lieu. Cette année. C'est moi qui va les faire. Bon, c'est vrai que c'est moins lourd que... non, mais vous parlez de quelle régionale? Parce qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Nous sommes à la croisée des chemins et il faut qu'on évite de dire des choses qui vont détruire ce pays. Il n'y a pas de régional. Parce que les lois qu'on a déposées à l'Assemblée nationale sont de mauvaises lois qui n'apportent rien de nouveau, sinon que de nouveaux conflits. Parce que les conflits hier étaient entre les communes et le préfet. Demain, ça sera des conflits entre la région et le gouverneur. Parce que, je lisais bien ces lois, ça va être très très grave. Donc, moi je pense que pour avoir une chance d'avoir de bonnes régions, il faut d'abord faire les états généraux de la décentralisation. Comme ça, on va bien comprendre de quoi il s'agit et on va pouvoir canaliser et rectifier ces erreurs qu'on a commises il y a quelques années. Mais fondamentalement, qu'est-ce que vous reprochez? Non, je ne peux pas vous dire ce qu'on reproche. Ces lois... Vous ne pouvez pas permettre que des gens bien structurés, bien en état de santé, organisent des élections où les gens sont, comment dirais-je, où les gens sont éligibles sans être électeurs. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un, on dit on va élire les sénateurs, ou bien on va éliger il est candidat et il ne vote pas. Mais c'est quelle histoire? Vous avez vu ça où? Alors, je voulais répondre un peu. Vous avez vu ça où? Quelqu'un est candidat et il ne peut pas voter lui-même. On parle des députés, les sénateurs. Oui, je dis que même les sénateurs, ce qui s'est passé là jusqu'à maintenant, c'est absolument inadmissible. Je veux dire que dans le langage, on ne peut pas non plus... Même les régionales, c'est pareil. On ne peut pas non plus les indexer aussi légèrement. Non, c'est pas léger. Est-ce que c'est normal, monsieur député, que vous soyez candidat sans être capable de voter? Le législateur en a décidé ainsi. Non, mais écoutez, ce législateur-là, il doit comprendre que ça ne se fait pas. Sur la planète Terre, il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit des choses. Vous irez là-bas refaire la loi en attendant, c'est comme ça. C'est absolument ridicule. Permettez-moi de dire que pour les régionales, c'est quelque chose d'extrêmement grave que nous vivons au Cameroun. Et je remercie le président de la République, n'est-ce pas, d'avoir stoppé un peu ces élections. Parce qu'il y a quelque chose, un passage en force que les députés du RDPC ont fait à l'Assemblée nationale, qui est une catastrophe pour notre démocratie. Où nous ne pouvons pas, depuis 1996, dire que le Cameroun est un pays décentralisé, et au moment où on doit mettre les régions en place, on accélère la déconcentration du pouvoir. Parce que c'est la déconcentration
du pouvoir qu'on a renforcé. Ce n'est pas la décentralisation qu'on veut mettre en place. Il faut que ce soit clair, parce que la décentralisation veut tout simplement dire que le pouvoir central perd un peu de ce qu'il a pour que les régions prennent le relais pour faire développer la région, pour faire développer les communes. C'est ça la décentralisation. La déconcentration, c'est ce que nous avons. C'est-à-dire que nous avons les services déconcentrés de l'État qui sont dirigés par les gouverneurs, n'est-ce pas? Et si vous regardez cette loi, rien n'a bougé là-dessus. Ça reste intact. Maintenant, on crée une sorte d'assemblée où on dit qu'on est conseiller régional pour ne rien faire. On n'a aucune possibilité de développer. On n'a aucune possibilité de gérer. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas s'amuser à dire que nous allons vers la décentralisation quand on veut renforcer la déconcentration du pouvoir central. Pour cette raison, j'ai dit, Dieu merci, nous ne sommes pas allés là-dedans, parce que si nous allions là-dedans, c'est le RDPC qui allait très vite se rendre compte qu'ils ont des titres qui n'ont pas de possibilité d'implémenter quoi que ce soit, et nous serions là pour demander aux populations qu'ils les rendent compte. Parce que c'est très bien de dire que nous sommes dans la région, il y a un président régional, il y a de l'Assemblée régionale, alors qu'ils sont dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit, parce que la décentralisation, c'est le partage du pouvoir et des finances. Parce que quand on a un budget de 5 000 milliards et qu'on a 1% pour la décentralisation, on n'est pas dans la décentralisation du tout. Parce que les communes comme les régions n'auront aucun budget pour faire épanouir les populations. Et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Il faut donc faire les états généraux de la décentralisation, puisqu'il y a même tout un ministère, faire les états généraux et voir maintenant comment est-ce qu'on peut faire la décentralisation dont le Cameroun a besoin, puisque c'est cette décentralisation qui a fait créer des problèmes dans le sud-ouest, dans le nord-ouest et même partout, parce que la concentration du pouvoir à Yaoundé est dépassée et que nous nous retrouvons avec des ministres qui détournent des centaines de milliers de milliards, alors que cet argent peut faire développer le Cameroun partout où on sera, et vous allez vous rendre compte que le tribalisme va baisser, parce que chacun, dans sa région, va essayer de se battre pour booster. Et cette, comment on appelle ça, cette concurrence qui est saine, va pouvoir faire monter tout le pays, parce que le pays ne peut pas monter à partir de... On a échoué du haut vers le bas. Il faut maintenant refaire le pays du bas vers le haut. Et c'est ça qui va permettre à tel gouverneur ou alors à tel président de région qui a pu capitaliser quelque chose, d'échanger avec la région d'à côté pour que les choses s'harmonisent. Et le pouvoir central vient donc pour la solidarité dans le pays, parce qu'il y a des zones qui n'ont pas la chance que les autres ont. Il vient donc faire cet équilibre-là pour un développement harmonieux. Voilà la décentralisation. Pris comme ça, c'est bon. Mais tel qu'on veut nous l'imposer là, ce n'est pas bon du tout. Source de conflit. Bon, c'était une digression parce qu'évidemment, on va parler de la progression. C'était important. Non, oui, absolument, je néglige pas la pertinence de votre intervention, mais je vais dire que le débat central, c'est sur la progression. Et vraiment, le contexte, vous le connaissez mieux que moi. Crise sécuritaire à l'extrême nord, crise sécuritaire et politique dans le nord-ouest et le sud-ouest, facilité de crédit obtenue du FMI, bref, situation sociopolitique relativement tendue. Alors, la progression, le président de la République, lui, son prétexte évoqué serait l'harmonisation des délais nécessaires à la tenue d'un double scrutin législatif et municipal. D'abord, avez-vous été surpris par... c'est vrai, c'est pas encore voté, hein. Voilà, il faut le préciser. Ça va passer. Comment? Ça va passer. Bon, est-ce qu'il y a eu une loi qui n'est pas passée? Je dis que pour l'instant, c'est pas encore sur la table. Vous avez vu une loi qui ne passe pas? Mais des bribes d'informations nous parlent de la pertinence quand même de cette volonté présidentielle-là. Vous êtes surpris déjà par la démarche de proroger le débat, de proroger ce mandat-là? De toute manière, au niveau du mandat, depuis bien avant l'élection présidentielle, nous avions dit que la course effrénée vers les élections n'allait pas arranger les problèmes du pays, y compris la présidentielle. Malheureusement, tout le monde s'y est précipité parce que, bon, c'était une occasion de se compter dans l'arène politique alors que l'intérêt du pays ne le nécessitait pas. Je pense que s'il y avait eu un tremblement de terre, on n'aurait pas fait l'élection présidentielle. Donc il n'y avait rien
d'absolument extraordinaire pour se précipiter vers les élections, comme d'autres voulaient encore qu'on se précipite vers les élections municipales et régionales et législatives, alors que la situation du pays ne le permet pas. On ne peut pas faire des élections sérieuses dans ce pays maintenant tant qu'on n'a pas stabilisé la situation dans le Nozo et à l'Est. Donc clairement, tant qu'il y a la guerre, on n'aura pas de nouveaux députés, pas de nouveaux conseillers régionaux. Mais voyez-vous, est-ce que c'est le fait qu'il y ait une assemblée qui généralement est obèse, ou des conseils municipaux qui sont dirigés par le RDPC, que le pays va mieux marcher, alors qu'il faut rebâtir la nation, il faut la consolider, il faut faire une conférence nationale, les États généraux, pour redéfinir le contentieux que le pays a avec son histoire. Tous ces problèmes qui se posent dans le pays, c'est que il y a eu une distorsion entre l'histoire du pays et la réalité du pays. On allait vers une république avec l'UPC, une république démocratique. On est tombé dans une république néocoloniale dirigée par les Français. Donc tout ça nous a créé une situation impossible à gérer au fil des années. Et on a abouti à des situations rocambolesques comme celle d'une élection présidentielle avec 2 régions qui n'ont pas participé à l'élection. On ne pouvait pas continuer comme ça et aller tout droit vers les municipales et les législatives. Bon, vraisemblablement, quand on regarde le comportement du pouvoir, ils vont forcer sur les régionales. Bon, parce que leur objectif, c'est de maintenir la possibilité que le RDPC contrôle la situation du pays. Mais là aussi, c'est une... Sambaka a dit, ce serait une erreur terrible de se précipiter sur les régionales. Je pense qu'il y a mieux à faire d'organiser une conférence nationale pour régler les problèmes latents qui sont là. Les crises sécuritaires du pays et la situation socio-économique. Banakani, vous êtes prêt? Non, je ne suis pas surpris. Le prétexte présidentiel, comme vous l'appelez, est justifié sur le plan de la légalité, mais ça n'interdit pas de convoquer d'autres prétextes. Sur le plan de légalité, pas sur le plan politique. Non, c'est pas la légalité, puisque son prétexte est légaliste. Harmoniser les délais nécessaires. J'en ai dit ça. À la tenue d'un double scrutin législatif. Mais il est justement politique aussi, puisque la légalité, il n'y a que de l'égalité politique. Donc, pour dire que oui, ça n'empêche pas de convoquer d'autres paramètres qui sont importants. Le prétexte présidentiel permet en même temps de décrisper l'atmosphère, ce qui s'apparente comme une concession présidentielle pour qu'il y ait de la place pour dialoguer, pour discuter de nos problèmes. Mais je comprends très bien l'argumentaire du président Anicet, mais je suis de ceux qui défendent l'égalité institutionnelle. Je vais dire pourquoi. Les remarques extrêmement pertinentes du président Sambaka s'imposent par leur pertinence. Mais la différence, c'est que il ne contrôle pas les forces qui sont dans la surenchère, dans une espèce de surenchère où chacun de son côté crée ses institutions et son pays à lui. C'est le cas. Mais quand vous regardez que les gens se lèvent dans 2 régions, ils vont vendre le pays à l'étranger, ils vous justifient que c'est parce qu'ils sont marginalisés. Ça a un sens, ça? Ils ne sont pas acceptés, ça. Maintenant que tous les faits sont sur la table, chacun connaît. Personne ne peut pas dire au Cameroun qu'il ne connaît pas la réalité qui a derrière cette affaire des 2 régions. C'est quoi la réalité? Mais les gens sont allés ont profité du fait que bon, il y a la malgouvernance qui raconte, ils sont allés vendre le pays à l'étranger. Les faits sont là, non? Ils vendaient en tant que... Allez le demander, c'est vous qui les soutenez. Qui sont ces gens? C'est vous qui les soutenez, M. Kougné. Je vous respecte pour vous et votre parti, mais vous les soutenez. Donc, ils sont... Qui ça le SDF? Oui, bien sûr. Ils soutiennent ces gens-là. Ils ont vendu comment alors? Mais vous ne le savez pas, vous? Mais ceux qui ont le pouvoir ne peuvent pas le revendiquer. Qui a apporté plainte à ces gens? Vous avez une conception bizarre du Cameroun. Mais qui a apporté plainte à ces gens? Écoutez-moi bien, tant que le pouvoir fait des bêtises, il faut vendre le Cameroun. Qui a vendu le Cameroun? Mais c'est dans votre esprit qu'on a vendu le Cameroun. C'est pas dans notre esprit. Vous faites semblant de ne pas voir M. Kwenga fait les réunions. Quand il fait les réunions avec les Suédois, tout le monde le voit. En Norvège, il a une réunion. C'est avec qui? Il parle avec qui? Quand M. Ayouk Tabe discutait le sol à Sonara aux États-Unis, il y a les vidéos de M. Kougné. Je le dis à mon dos. Il avait qui? Mais il avait déjà vendu. D'ailleurs, celui à qui ils ont vendu ne se cache pas. C'est Pakistanais américain, Zulfikar Rachid. Il se cache. Mais le scientifique, tous les jours, on porte plainte et puis on... Non.
Non, c'est pas comme ça. Mais ils n'ont ni titre ni droit. Comment vous pouvez vendre quelque chose que vous n'avez pas? Non, ils l'ont vendu, puisque ce gars, les sections, il a esté dans des bourses, au Canada par exemple. Il a esté. L'État de la bête a écrit aux Américains, M. Kounié. C'est un document officiel. Ils n'ont qu'à faire leurs affaires. Non, je vous donne les arguments. Vous me demandez, je vous donne les arguments. L'État américain n'a pas répondu. Ce document existe. Il existe. Donc, cette surenchère régionaliste qui fait que des groupes qui ont des relais à l'international du fait d'un héritage colonial qui les favorise par rapport aux autres peuvent aller mettre en péril des pans entiers de notre pays. Il faut faire attention avec ça. C'est pour ça que moi, ça peut surprendre les gens. Je comprends qu'on dise processus de la décentralisation. Moi, je comprends ça. Parce que si en face, ce jacobinisme néocolonial villageois qu'on nous impose la Yaoundé a échoué, eux-mêmes ils l'ont dit, mais en face, qu'est-ce qu'on propose? L'affaire de Nozo là, vendre les régions à l'étranger, ou bien que les régions soient entre les mains de nouveaux féodaux, des fiefs, où des chefs vont s'installer pour dire que bon, derrière la décentralisation, nous sommes les nouveaux chefs ici. C'est-à-dire que ça devient, il y a de nouveaux sultans qui vont naître là, les nouveaux chefs qui sont là, qui confisquent les régions. Les néocoloniaux. Oui, vous savez de quoi je parle. Ils sont là. Ces familles-là sont là, on les voit agir. Donc, entre les deux, moi je pense qu'il va falloir que nous sachions manœuvrer entre le maintien de cette légalité institutionnelle, qui malgré cet art, permet quand même de neutraliser ce chaos-là, et ce projet que des mercenaires là, ils vont à l'étranger, ils s'asseyent. Mais est-ce que c'est normal que dans notre pays, mon cher Tongo, que des Camerounais qui ont le mandat de personne aient négocié avec les sénateurs, 21 sénateurs démocrates du sort des deux régions là? Et on voit ces sénateurs au Congrès en train de parler de ces deux régions comme si ça n'existait plus au Cameroun. Ce sont des faits. Qui va dire qu'il n'est pas en train de voir ça, Kounié? Vous le voyez, Kounié. Donc pour dire que il faut qu'il y ait un dialogue sérieux sur notre pays, mais dans le cadre de la légalité. Vous savez, ce pays a des problèmes parce qu'il y a des gens qui inventent des choses de manière, c'est-à-dire que de but en blanc, et qui utilisent ces inventions pour défendre l'indéfendable. Vous ne pouvez pas fabriquer une affaire comme ça. Mais alors, le Cameroun, on a vendu une parcelle du Cameroun. Est-ce que le Cameroun peut accepter qu'on vende son territoire? Ces gens n'ont ni titre ni droit. Si vous voyez ma voiture en route et puis vous allez la vendre, vous n'avez pas de carte grise, vous n'avez rien. Est-ce que ce que vous dites là, vous croyez que même un nouveau-né peut comprendre ça? Il faut nous laisser tranquille. Non. Ça, c'est l'enfumage. Vous allez revenir. Ce que vous dites, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber ce genre d'histoire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'Ambazonie est votre fonds de commerce. C'est ça votre problème. Personne de normal ne peut accepter cela. Oui. Parce que il est normal que vous demandiez l'Ambazonie. Qui demande l'Ambazonie? Et alors, c'est vous demandez l'Ambazonie. Il ne faut pas en rajouter. Il a dit qu'il va entrer dans l'Ambazonie. Il ne faut pas en rajouter. Votre président a dit que le président doit aller à la CPI parce qu'il ne fait pas la constitution du Cameroun. Non, mais c'est fou, je l'ai dit. S'il vous plaît. Vous êtes seul, vous n'avez aucun élément pour prouver ce que vous dites. J'ai les éléments, monsieur. S'il vous plaît. Les éléments sont là. Et quelle a été la réaction du pouvoir? Le pouvoir se tait. Mais quand c'est deux réseaux, quand c'est passé au Soudan, vous avez dit pendant le Soudan que c'était les vues de l'esprit, monsieur Kounié. Vous l'avez défendu qu'au Soudan, c'est les vues de l'esprit. On l'a vu les faits. Cette affaire. Et le drapeau ambassadeur est le même drapeau que les gars du Soudan du Sud. Ce sont vos amis. Cette affaire, ce sont vos amis. n'a pas de sens. Maintenant, pour revenir aux élections, moi je crois que dans le contexte actuel, les textes qui existent là doivent être toilettés, même la Constitution. On ne peut pas avoir une Constitution où une personne, fût-il chef de l'État, nomme tout le conseil électoral, nomme tout le conseil constitutionnel et on va aux élections. Et je suis d'accord avec le président Ekane que il faut faire peut-être une conférence nationale pour dépoussiérer tout cela, parce que nous n'avons pas de texte. Il y a eu quelques avancées pendant la tripartite. Non, pas grand-chose. Oui, mais ils ont tout déconstruit. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes même peut-être un état de loi, mais pas un état de droit. On a des lois, des lois de toutes sortes. Et cette assemblée, justement, pour ma part, il faut programmer les élections, peut-être, je ne sais pas dans combien d'années, peut-être 2 ans. Monsieur Biya n'a qu'à dissoudre cette assemblée, puisque tous les textes qu'il envoie dedans passent. Qu'il mette cette histoire, que le mandat de ces gens finisse, qu'il aille à la maison. Qu'il ait même tout le pouvoir, mais qu'il organise cette conférence pour que nous puissions reconstruire les textes qui vont organiser notre pays. Parce que ces textes-là, on les tripatouille, on va dans tous les sens, on tord le coup de la Constitution. On fait, on ne peut pas continuer avec ça. On ne peut pas continuer avec ça. Et je vous ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas créer un Sénat où des gens sont éligibles
ils ne sont pas électeurs. Il y a plein de choses comme ça dans ces lois-là. Donc vraiment, il faut les toiletter. Moi, je crois que les gens ont fait un peu de la foulerie, mais c'est arrivé à un stade où je crois que on ne peut même pas aller aux élections. Il faut balayer les institutions de notre pays, il faut les balayer. Non, de toute façon, il y a un président de la République, mais cette Assemblée nationale ne fait absolument rien. Tous les textes qui arrivent passent. Ils n'ont jamais rien modifié. Et la personne qui propose les textes, la personne qui propose les textes, c'est une seule personne. C'est l'exécutif qui propose tous les textes. Vous avez les privilèges. Ce n'est pas une question de privilège. Ce n'est pas une question de privilège. Donc si c'est une assemblée où on vient faire le théâtre, vraiment de grâce, qu'on n'est pas les Camerounais de ce théâtre-là, qu'on nous mette autour d'une table, qu'on prépare des textes pour qu'on puisse avoir des institutions qui ont un sens. Et on ne peut pas non plus aller aux élections avec 2 régions qui ne votent pas. On l'a fait aux élections présidentielles. Bon, moi j'ai compris que c'était une seule circonscription électorale. Mais maintenant, si vous allez dans les circonscriptions électorales, où vous allez nous dire qu'il y a des circonscriptions électorales, des arrondissements, où il y a 2% de personnes qui ont voté, 3% qui ont voté, et vous dites que sur la base de 2%, vous avez élu des maires, vous êtes ridicule. De toute façon, on saura qu'il n'y a pas d'élection là-bas. Donc vous sous-entendez avec Anessé et Kane que ça pourrait pas être la dernière prorogation, même si la loi dit qu'au-delà de ce... Ça ne sert à rien de projet. La loi prévoit même que dans les communes, on peut désigner, je crois, 7 ou 6 communes de personnes pour gérer ce... Qu'il les désigne. Le chef d'État a la possibilité de désigner. Désigner, puisque lui, il a tous les pouvoirs. Il ne faut pas qu'on nous fatigue avec des parodies d'institutions, des institutions qui ne sont pas des institutions. Il peut proroger les députés autant qu'il veut. Les députés, même, il peut les stopper. Pour moi, il peut les stopper. Parce qu'ils ne font rien là. Ils n'ont rien à faire là-bas. Y compris les vôtres, qu'on les stoppe. Et puis, pour chuter, je voudrais vous dire que si on va aux élections et que le nord-ouest et le sud-ouest se comportent comme ils sont comportés aux élections présidentielles, c'est que nous consacrons la sécession. C'est que nous-mêmes nous validons la sécession parce qu'ils ne seront pas allés aux élections. Donc il faut éviter de nous mettre dans des situations où vous allez créer des problèmes qui vont aller plutôt aggravant. Mais ne sont-ils pas aux élections parce que la situation Non, vous ne pouvez pas, il n'y a pas eu élection là-bas. La situation ne le permettait pas. Et parce qu'il y a d'autres gens qui pensent qu'ils ont empêché les élections, puisque, je vous dis, Foundi n'a pas voté aux élections. Il n'a pas pu voter. Le bâtonnier Sama était dans sa maison, il est sorti, il voulait aller voter. D'ailleurs, il a dit à la Cour constitutionnelle. Le gendarme lui a dit, patron, ne sortez pas parce que le dehors est mauvais. Restez chez vous, il est resté chez lui. Donc il y a personne n'a voté. Quelques militaires ont voté. Ils nous ont donné les chiffres de 5%. Donc c'est clairement la situation qui voilà. Donc si vous voulez refaire la même chose, allez-y, mais sachez que le faisant, le pouvoir qui va organiser les élections dans ces conditions consacre la sécession tout simplement. Sambaka, la progression s'imposait. Oui, je pense que dans le texte, je n'ai pas eu le temps de bien l'étudier, mais je pense que si vous regardez bien dans ce texte, moi je me suis dit que ça nous ouvrait directement la voie, n'est-ce pas, pour qu'on touche à la Constitution. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut réussir à harmoniser. Or, pour harmoniser cela, il faudra toucher à la Constitution. Ça veut dire qu'on doit pouvoir préparer un certain nombre de choses que la Constitution devrait revoir, parce que si l'Assemblée nationale, s'il y a un dialogue inclusif, et que même le texte du président de la République sous-entend que la Constitution va être touchée, il faut donc s'apprêter. C'est-à-dire qu'il faut s'apprêter pour qu'on aille vers le consensus, parce que là, nous sommes à la croisée des chemins. Le Cameroun ne peut pas continuer à fonctionner comme il a fonctionné. Ce n'était pas pour le bonheur des populations. La preuve, on sait où on est. Donc, s'il y a une opportunité comme celle-là, il faut qu'on la saisisse et qu'on puisse transformer un certain nombre de choses de manière consensuelle afin que demain soit des jours meilleurs pour que nous n'ayons plus les guerres, le tribalisme, etc. Tous ces fléaux-là qu'on peut identifier. Et on peut profiter pour résoudre ces problèmes-là et avoir un autre Cameroun, un Cameroun debout, où les Camerounais auront envie de revenir au Cameroun. Parce qu'il y a un autre problème. Vous avez vu que tous les gens de la diaspora qui ont essayé de venir prendre des entreprises, ici on les a mis dehors le lendemain. Donc ils ont perdu tout ce qu'ils avaient à l'extérieur. Il faut qu'il y ait un engouement pour tous les Camerounais. C'est pour ça que nous, à l'UDC, même en allant à ces élections présidentielles, c'était pour passer le message. Passer le message que le Cameroun se fera par nous tous, pour nous tous. Tant que nous n'allons pas intégrer cela, et qu'on va penser qu'un groupuscule ou une partie du Cameroun va décider pour tout le Cameroun, non. Il faut des bases consensuelles. Il faut que nous mettions en place des choses qui nous rapprochent, qui nous mettent ensemble, qui nous permettent de nous parler,
qui nous permettent de nous réconcilier, qui nous permettent de nous pardonner, afin que nos enfants, nos petits-enfants ne vivent pas la tragédie que nous, on a vécue, parce que nous, on est une génération de sacrifiés. On ne travaille plus pour nous, on travaille pour les générations à venir. Si on intègre cela, on peut se parler, on peut arriver à une saine émulation quand il y a des élections, pas que nous nous retrouvons dans des élections où on va dire que, bon, voter la tribu, voter l'argent, voter toutes ces choses-là qui ne contribuent pas à l'épanouissement des populations. Parce que quand on fait la politique, l'objectif, c'est l'épanouissement des populations. Si les populations ne s'épanouissent pas, et on le voit à travers le Cameroun, où 12 millions de Camerounais doivent s'inscrire, mais il y a 6 millions qui s'inscrivent, il y a 3 millions qui vont voter, tout cela nous questionne, nous interroge sur comment faire pour que les Camerounais s'émancipent. Comment faire pour que les Camerounais deviennent de bons citoyens. C'est parce qu'on aura trouvé un consensus entre les acteurs politiques, la société civile, les religieux, etc., etc. On voit comment on va faire, mais il faut qu'en même temps que les politiques sont en train d'étudier tout cela, qu'au niveau de nos populations, c'est-à-dire au niveau de nos communes, que le dialogue s'installe. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les maires de ce pays ne peuvent pas prendre en main les concertations avec les populations pour que les gens se parlent, que les gens se réconcilient. Ça, pour moi, c'est ça les institutions fortes. Elles doivent être de la base au sommet. Des institutions fortes et le Cameroun va fonctionner. Je trouve quand même grossier et très courageux quand on justifie la sécession, les démarches sécessionnistes, mais qui en réalité sont des démarches de banditisme international. En venant nous dire que non, pourquoi le Cameroun ne peut pas porter plainte. Comme si l'Irak pouvait porter plainte aux États-Unis quand on a voulu l'envahir l'Irak. C'est quand même trop grossier ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine décence qu'il faut avoir en politique. Que M. Koudé trouve normal que 21 sénateurs démocrates appartenant à un lobby pétrolier bien précis, qui a un bilan en termes de démasculation d'État dans le monde, si on prend seulement le cas du Soudan et ailleurs, et dont on connaît les tenants, viennent prendre une affaire de 2 régions du Cameroun et vont discuter ça au Sénat américain, dans les thèmes que tout le monde le connaît. Et qu'on fasse l'impasse dessus en disant que le Cameroun ne peut pas porter plainte, c'est quand même courageux ça. C'est pour ça qu'il défend la légalité institutionnelle. Je vous dis pourquoi, monsieur Tomba. Nous avons une petite expérience, je le dis sous le contrôle de mon aîné, le président Nissin, en 90. Bonjour, je suis ton aîné. Bien sûr, Sambaka, monsieur le président. C'est le dernier ici. Oui, monsieur Kouni, vous aussi, vous êtes mon. Je suis d'accord, ça me gêne pas. Nous sommes des Africains. Non, vous êtes des aînés, je suis très honnête avec vous. Nous demandions la conférence nationale. Nous sommes très vite aperçus que ces démarches que nous étions en train de porter, il y avait des gens dans l'opposition, des familles économiques et tout, qui estimaient que si la conférence nationale, c'est parce qu'ils pour le pouvoir, avaient un projet rétrograde. Nous ne ferons plus jamais cette erreur. Nous sommes pour la légalité institutionnelle dans notre pays. Sauf si vous avez un projet supérieur à ce qui est là, on vous suit. Ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas passer... Vous avez tous les projets. Non, oui. Vous allez de pays dans le monde. Vous allez aux États-Unis, en France, dans des démarches purement honteuses. Demandez comment envahir votre pays. C'est inacceptable. Pas au pays de Oumiobe, c'est inacceptable. C'est votre démarche. Qui l'a fait? Votre démarche. Votre président a demandé, votre président l'a dit. M. Foundia a soutenu la sortie de l'Union européenne. La même Union européenne que c'est le problème catalan a dit que tous ces pays ont dit nous soutenons l'unité de l'Espagne. M. Foundia a dit, le président Foundia a dit qu'il soutient leur démarche de donner les faux leçons à l'État du Cameroun. Je prends seulement un cas. Je ne vais pas revenir sur le fait que vous avez dit que le président Biya doit aller à la CPI parce qu'il combat les Amazoniens. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Donc vous ne pouvez pas être dans une assemblée... C'est pas ce qu'on a dit. Il faut restituer les choses telles qu'elles sont. Vous avez dit ça? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Bon, si vous voulez, vous écoute, je vous dirai ce qu'il a dit. Mais c'est bien que vous reculez maintenant. La Cour pénale il a dit. Est mise à mal par la plupart des Africains. Comment? Il a dit, M. Foundi l'a dit. Donc, vous ne pouvez pas pendant près de 30 ans être dans les assemblées de ce pays, jouir de tous ces privilèges. Vous moquez de ceux qui n'y sont pas, en disant que nous on y est, taisez-vous. Venez nous dire aujourd'hui, parce que vous êtes en mauvaise situation dans vos régions, dans vos fiefs, que le pays n'a plus d'institution, M. Kouni. Je ne peux pas vous accepter ça. Sinon, vous remettez tout l'argent que vous avez pris là-bas. On a pris à qui? Vous avez pris l'argent au nom des lois camerounaises. C'est l'argent de qui? On a pris l'argent de qui? Les Camerounais.
les Camerounais. Et nous ne sommes pas Camerounais. Ceux qui en sont plus ne sont pas Camerounais. Dirigé par un État. Camerounais que eux. Non, non, pas ce que j'ai dit. Dirigé par un État. Un État qui fabrique l'argent. Si vous rejetez cet les État. biens appartiennent à ces gens qui Je n'ai pas dit négocient. ça. Emmanuel, Bon, je arrêtez donc ça. Je ne veux pas l'arrêter. Emmanuel, s'il vous plaît. Je dis Ce ceci. n'est pas leur propriété. Non, je dis ceci. Le débat n'est pas là. Je dis que vous ne pouviez pas avoir bénéficié depuis pratiquement 30 ans de toutes les ressources institutionnelles de ce pays. Avoir dit à ceux qui n'étaient pas à l'Assemblée qu'ils sont des vauriens, que parce que vous y êtes, c'est vous qui avez à dire. Et venez nous dire aujourd'hui, parce que dans vos fiefs, vous êtes en situation terrible que le pays n'a plus d'institutions. Vous êtes où depuis 30 ans pour dire ça? Non, On n'a fait que dire le ça. pays a des institutions. Il faut respecter ces lois, M. Kounié. Ce sont ces lois qui sauvegardent vos partis, qui ont protégé le congrès du SIF face aux menaces ambazoniennes, en y envoyant l'armée du Cameroun. Ce sont ces lois qui vous protègent, vous et vos gens qui sont à l'Assemblée. Donc, il faut qu'on discute dans le cadre strict de la Constitution du Cameroun et de ses lois. C'est notre position. Anissé Kané. Oui, je veux dire que bon, la volonté de dialogue qui est dans toutes les bouches ne devrait pas être qu'une incantation. Je crois qu'un dialogue, ça se prépare. Moi, je ne compte pas sur la bonne volonté du pouvoir pour organiser le dialogue. Je compte sur une dynamique populaire qui imposerait ce dialogue-là. Mais pour ce faire, il faut sortir des démarches sectaires et sectaristes que certains, soi-disant grands partis, ont adoptées. Je crois que pour arriver à ce qu'on ait un véritable dialogue inclusif dans ce pays, il faut que certains dirigeants politiques, certains hommes politiques de ce pays abandonnent cette façon sectaire d'aborder les problèmes du Cameroun. Pour qu'il y ait une dynamique aujourd'hui qui pourrait imposer le dialogue au RDPC pour l'ensemble de la nation, je pense qu'il y a un certain nombre de choses minimales qu'il faut accepter. À savoir que l'intérêt du pays ou de toute l'opposition prime sur les intérêts partisans des différents partis. Ce n'est pas le cas. C'est loin d'être le cas. Deuxièmement, poser le problème en termes de dynamique unitaire pour imposer le dialogue au RDPC. Le RDPC a beau jeu de trouver une opposition émiettée par le fait des démarches individuelles ou sectaires, voire sectaristes, pour lui opposer un front commun capable d'imposer le dialogue. Je crois qu'il y a un minimum d'humilité, un minimum de sincérité que les partis de l'opposition, surtout ceux qui se prétendent être le leadership, doivent adopter. Mais vous avez constaté... Sambaka d'abord. Oui, vous avez constaté que Ekane Anissé est en train de dire ce que j'ai proposé. Absolument. Donc là-dessus, nous sommes d'accord. Les grands partis. Il n'y a pas de problème, mais il faut quand même qu'on analyse la situation froidement pour se rendre compte que les fractures qu'il y a au niveau de l'opposition sont réelles. Il faut résoudre ce problème. Mais les fractures qui sont au sein du gouvernement sont encore plus graves. Sont encore plus graves parce que, comme vous voyez, la prorogation là, on devrait attirer avantage. N'arrange pas beaucoup de gens dans ce gouvernement. Parce qu'il y a des vats en guerre là-dedans qui... Voilà. C'est pour cette raison que j'ai dit, je remercie le président Biya. Parce que si on continue comme ça, on peut aller vers les solutions de nos problèmes. De remercier le président Biya. Non, je le fais par anticipation. Sauf si les forces négatives qui sont à l'intérieur de son pouvoir ont le dessus après. Mais je pense que ça déjà, c'est un bon pas qui vient d'être franchi. Et on doit se mettre donc ensemble, savoir que précisément, là nous sommes en train de parler du Cameroun. Et quand on parle du Cameroun, on n'est plus partisan. Tout à fait. Et on est dans la recherche du consensus. On est dans la recherche de la réconciliation. On est dans la recherche du pardon. Et je pense qu'avec ça, si on a de vrais états généraux, ce Cameroun peut être relevé très très rapidement. Maintenant, après cela, la compétition va être saine. Les gens vont aller en compétition parce qu'ils ont proposé des choses qui peuvent faire booster. Les régions vont être fortes parce qu'on peut créer un développement au niveau des communes, au niveau des régions. Les communes vont se spécialiser. Nous allons avoir désormais à l'extrême nord, où il y a peut-être 36 communes, des communes qui sont en train de travailler avec les populations pour booster leur économie. Les gens ne seront plus tentés d'aller vers Boko Haram. Voilà de quoi nous parlons.
Et ça commence à la base. Ce n'est pas le président de la République qui résout ce genre de problème. Ce genre de problème s'est résolu à la base. Et c'est au niveau de la base donc qu'on remonte, on rend un Cameroun fort partout, et vous allez vous rendre compte que la décentralisation va permettre l'éclosion de toutes nos régions en même temps, de toutes nos communes en même temps, parce qu'ils auront la capacité de booster une économie, ils auront la capacité, n'est-ce pas, de rendre chacun sa commune, chacun sa région, vraiment une entité qui peut se développer. C'est ça qu'il est question. Peut-être que demain on arrivera à avoir un budget où on fait 50-50. Les régions ont 50, le pouvoir central a 50. Mais en attendant, sortons des 1%. Parce que quand on commence une décentralisation, le minimum des minimums, c'est 10%. Emmanuel Kouni. Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes. Et vous allez monter et descendre, je vais vous dire que le vrai problème que nous avons, c'est ceux qui nous gouvernent. Ou celui qui nous gouverne. Parce que vous ne pouvez pas avoir un chef qui de 62 à 82 a travaillé avec un dictateur que tout le monde connaît, M. Amadou Ahidjo, qui de 82 à 90 a été lui-même dictateur. C'est-à-dire qu'il avait les commandes, il avait les pleins pouvoirs, il faisait ce qu'il voulait. Et maintenant, de 90 en 2019, vous voulez me démontrer qu'il peut se refaire une virginité. Les imbéciles ne changent pas. Non. Le problème maintenant, c'est quoi? Le problème, c'est que le dialogue... Poser le dialogue. Et c'est là que je suis d'accord avec le président Banakani. L'opposition doit pouvoir, n'est-ce pas, obliger ce pouvoir à s'asseoir pour que la problématique du Cameroun soit posée sur la table. Tel est l'ensemble des problèmes. La problématique du Cameroun. La problématique du Cameroun, il faudrait qu'on trouve un moyen pour ça. Dans tous les cas, où on s'assoit, on disparaît. On est obligé de s'asseoir. Oui. On est obligé de s'asseoir. Et que la problématique soit posée. Nous avons les attentes. Tout le monde dit qu'il faut qu'on aille au dialogue, qu'on va le consensus et tout ça. Et que nous réfléchissions sur les stratégies à partir par lesquelles nous allons pouvoir, n'est-ce pas, atteindre ces attentes, compte tenu de cette problématique, parce que les problèmes au Cameroun, il y en a à ne plus en finir. Le Cameroun, j'ai dit, on disait c'est un pays de paix. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que on ne peut plus parler de paix au Cameroun. D'ailleurs, nous avons une journée de deuil national parce que certains de nos soldats ont été victimes des atrocités de Boko Haram. Donc, nous avons des problèmes. Et quand on a des problèmes comme cela, on s'assoit. Mais je veux vous dire que quand j'écoute ce que le Premier ministre a dit au nord et au sud-ouest, j'écoute ce que le ministre Atangandji a dit, j'écoute ce que le ministre des Affaires extérieures a dit, et c'est plus grave ce que le ministre des Affaires étrangères dit. Il dit, pour le gouvernement, le dialogue reste un processus et non un événement. Ça veut dire que, peut-être on est même déjà en train de dialoguer, ça veut dire que ces gens... Un processus peut avoir des événements. Hein. Oui, il peut avoir des événements dans le processus, mais quand il dit que c'est un processus, nous avons l'habitude, il faut restituer ça dans le contexte de ces gens-là, parce qu'ils nous ont déjà présenté d'autres processus. Processus de décentralisation. Depuis 23 ans, ils ont mis dans un processus. La conception du processus n'est pas la conception en valeur absolue, c'est la conception qu'ils font du processus. Et en 23 ans, on a vu que même les régions qui nous ont promis en 96, dans la Constitution, ils n'ont pas pu le mettre en place en 23 ans. Donc quand il parle de processus, j'ai bien peur. Et moi je crois que, au lieu de discuter comme on discute là, il faudrait que la société civile, l'opposition, fasse front commun pour amener ces gens-là à faire ce dialogue, parce que ils n'ont jamais voulu faire le dialogue. D'ailleurs, le dialogue de 91, les résolutions de ce dialogue, ils ont accepté un peu, mais ils ont vite fait de déconstruire tout cela. Aujourd'hui, ils nous créent un ministère de la décentralisation. Vous ne pouvez pas décentraliser avec un ministère. Dès que vous créez un ministère de la décentralisation, vous centralisez. Puisque c'est lui qui a tout le budget. Et puis c'est lui qui distribue. Et puis quand vous allez vers quelqu'un qui doit vous donner de l'argent, il doit vous demander c'est pour faire quoi. Donc il est déjà juge de l'opportunité des projets. Et tout cela, ça se complique. Ça se complique. Donc moi je crois que, honnêtement, on ne peut plus faire un demi pas en avant, même comme M. Madakani nous dit que la légalité est tout un tas d'histoire. Nous sommes dans une situation c'est-à-dire que nous avons atteint le seuil. Il faut le chaos. Où nous ne pouvons plus aller. On doit s'asseoir. Il faut le chaos. On doit s'asseoir, non, on doit s'asseoir, on doit repenser notre pays. Si on ne s'assoit pas, alors nous allons tout simplement vers le décor. Alors, mot de la fin. À Bandakani, on commence par. C'est justement ce genre de dialogue qui est dangereux. C'est-à-dire que quand on mobilise le chaos pour vouloir imposer un dialogue, c'est-à-dire qu'on organise le chaos pour dire qu'il faut le dialogue. Il faut que le dialogue autrement, comme Anicet l'a dit, par un processus politique. Et ce qu'on observe, c'est que les gens
sabotent les processus politiques à cause de leur conception de l'opposition et de la lutte dans l'opposition. Et à la fin, quand ils sont rattrapés par le sabotage, ils se cachent derrière des aventurismes dangereux comme ça pour notre pays, comme ce qui se passe dans le Nord-Ouest et dans Boko Haram, pour voir qu'on met la pression sur le pouvoir. Alors que pendant qu'on le fait, on va négocier avec les parrains. C'est cette démarche que nous n'acceptons pas. Nous disons ceci, c'est clair. Il a dit une chose sur la décentralisation, je partage ça, que lorsque vous créez un ministère de la décentralisation, vous ne décentralisez pas. Et si on tient compte de la mentalité qui est là-bas, à ce niveau. Mais les conditions objectives aujourd'hui font que le pouvoir n'a pas d'autre choix que de décentraliser. Il n'a pas d'autre choix. L'évolution du pays l'oblige dans ce sens-là. Nous pensons qu'il faut plutôt bien négocier cela en évitant justement ces surenchères qui veulent disloquer le pays et aggraver la situation. Nous, on s'appuie sur cette légalité qui est bancale et mauvaise, comme on dit, pour mieux négocier la décentralisation dans le sens du président Sambaka. Mais en retenant aussi une chose, ceux qui découvrent la décentralisation aujourd'hui font comme si décentraliser chez nous veut dire seulement que Yaoundé doit décentraliser. On peut décentraliser la pauvreté, le néocolonialisme. C'est notre thèse depuis très longtemps d'ailleurs. C'est tout le projet de De Gaulle à Brazzaville, décentraliser dans l'empire colonial français. Et c'est le même projet qu'on est en train de nous mettre sur pied. Qu'est-ce qu'on veut décentraliser? En un mot, pour finir. Oui. Est-ce qu'il y a une réflexion sérieuse qui est menée à ce niveau pour que ça ne soit pas une affaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, où ceux qui ont perdu les batailles de pouvoir à Yaoundé veulent aller récupérer pour créer des fiefs dans leur région, sous prétexte qu'on veut développer à la base, alors que c'est que ces grandes familles-là veulent continuer à maintenir le pouvoir. Je pense qu'il faut penser un contenu neuf à la décentralisation. Sambaka, mot de la fin. Je suis d'accord qu'il faut penser un contenu neuf, parce que ce qu'on a essayé de faire passer là, je peux vous dire que ce n'est pas pour résoudre les problèmes du Cameroun. Moi, je voudrais vous faire la lecture de ça, c'était le programme des élections présidentielles de l'UDC, où c'est intitulé « Au cœur de l'éthique, construire ensemble les bases du partage de la vie politique, économique, sociale et culturelle du Cameroun ». Si c'est ce qui est en train d'arriver, nous saluons, n'est-ce pas, que ça vienne, parce que c'est fondamental que le Cameroun soit bâti par nous tous et pour nous tous. Emmanuel Cogny. Oui, moi je crois que pour terminer, il faudrait qu'on aille rapidement au dialogue. Et pour qu'on aille au dialogue, il faudrait que qu'on voit au moins, c'est-à-dire qu'on voit au moins quelque chose qui nous amène à penser qu'on est en train d'aller vers le dialogue, que le pouvoir ne s'enferme pas dans une tour d'ivoire et qu'on parle du dialogue, parce que ce sont des gens qui n'écoutent personne, qui ne parlent avec personne. Depuis 1996, je ne sais pas s'ils ont écouté quoi que ce soit. Donc ils avancent, ils font ils multiplient les erreurs, et on décrit, ils changent, ils font ce qu'ils veulent. Donc il faudrait qu'ils donnent au moins l'impression qu'ils ont compris et qu'ils nous montrent la direction où ils nous prennent. Et ça, ils sont du tribalisme. Pour tout terminer, moi je pense qu'il faudrait donc, au lieu de créer les commissions de multiculturalisme, qu'on crée aussi les commissions anti-tribalisme. Mais tout ça rentre dedans, non? Ouais, dans la mission de la commission Moussonga. Non, le multiculturalisme et le bilinguisme. Moi, je ne sais pas s'ils parlent de tribalisme là-dedans, mais s'ils en parlent, ils ont tellement à faire dans le bilinguisme que je ne sais pas à quel moment ils vont finir pour aller parler maintenant. Non, il faudrait et qu'on sanctionne le tribalisme et que l'État même, dans ses errements, qu'on les rappelle alors de temps en temps quand ils posent des actes qui provoquent le tribalisme, qui suscitent le tribalisme. Merci, Anissé Kané. Oui, je crois qu'on ne fait pas la politique avec les remords et les ressentiments, ni avec des incantations. On le fait avec des projets. Je crois qu'il faut construire un projet du dialogue. Il y a des convergences pour le dialogue dans ce pays. Tout à fait. Même du côté du pouvoir, dans ce sens que j'imagine que, bon, même conserver un pouvoir, il faut le conserver dans un pays resté intact. Donc il y a un objectif de conserver notre pays intact. Donc il y a des convergences pour le dialogue de part et d'autre. Il faut bâtir ce projet de dialogue assez rapidement pour que, bon, la situation ne se dégrade pas rapidement davantage. Et je crois que dans ce genre de situation,
le président de Michel, qui était président, le PC avait tendance à nous dire que dans ce genre de situation, il faut être responsable pour deux, c'est-à-dire pour l'opposition et pour le pouvoir, au lieu de toujours l'opposer en termes de contradictoire, de contradiction antagonique. Merci à vous, chers messieurs. Merci à vous également. À la maison met un terme à ce débat. Les deux thématiques, vous l'avez donc certainement suivi. La progression du mandat des députés et des conseillers municipaux qui pourraient éventuellement être à la tête, sur la table du Parlement à l'occasion des sessions en cours, et la situation sociopolitique pour parler du délit de faciès. Jeudi, dans le cadre de entretien avec, je reçois le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Maître Jean de Dieu Momo. Ce sera à partir de 21h sur cette antenne. Bonsoir. C'est pour la police.